J'ai pris un appartement pour 3 mois pour passer l'hiver ici parce que moi mon goal ultime c'est de chasser le soleil et de rester vraiment tout le temps au soleil. Je sais que quand on veut on peut et qu'il faut juste faire les choses. Et moi j'avais besoin d'argent et je faisais tout. Tu me proposais toutes les missions d'intérim, je les faisais. Même s'il fallait que je fasse les poubelles, que je nettoie des trucs. Enfin tu sais au McDo je nettoyais du vomi. Enfin c'était pas les trucs de ouf. Et mentalement ça m'a pris 2 ans avant de me dire je peux me permettre d'avoir un niveau de vie plus élevé et ça va m'apporter du confort et ça va m'enlever de la charge mentale. J'adore les tableaux Excel. Et vraiment, mais je suis trop contente d'avoir ça dans ma vie. En plus, j'avais fait des cours de Excel. Je me suis toujours dit, franchement, ce cours, c'est le plus inutile de tout ce que j'ai à l'école et ça me servira jamais. Eh bien, j'avais tort, parce qu'aujourd'hui, ça me sert. J'essaie de plus en plus commencer à m'effacer et vraiment que mon équipe ait confiance en elle et que moi, je prenne vraiment que les décisions finales. Bonjour Justine. Bonjour. Oh, t'as l'air toute timide. Moi, je suis stressée, ça me stresse, les podcasts. T'as pas l'habitude d'en faire? Non, les miens que je fais, tu sais, genre dans mon coin, limite dans mon lit, la couette sur moi, et T'as un personne podcast qui me regarde. Ouais. Bah, attends, je suis passée à côté de cette information. Ah, et depuis août, j'ai lancé en août. Ah, ok, il s'appelle comment? Alors attends, on va en parler. Il s'appelle Hello Girl Boss. Ok, mais oui, en plus je l'ai vu. Oh là là, c'est pas ça. Et ça, t'enregistres chez toi? Ouais, chez Parce moi. que t'es toute seule, hein. Enfin, c'est un podcast solo, t'as pas d'invité? Ouais. Genre, tu vois, je le fais toute démaquillée le soir quand j'ai envie de parler de tout et je me mets sous ma couette et je parle dans mon micro, il y a personne qui me voit. Et justement, tu sais, genre, je coupe rien de mes podcasts, mais parce que j'ai pas cette pression de la vidéo, de quelqu'un qui me regarde et tout. Mais là, tu vois, faire des podcasts comme ça avec toi, c'est un truc que je veux faire plus cette année, déjà pour les rencontres. Et je trouve que c'est un exercice qui me fait énormément sortir de ma zone de confort. Génial. Et du coup, j'y vais à chaque fois, je dis oui. Et à chaque fois, je me dis, oh là là, pourquoi j'ai accepté ça? C'est trop de stress. Mais plus je vais le faire, plus ça va venir. T'inquiète, ça va être sympa. Ouais. Mais toi, ça fait longtemps que tu as ton podcast. Ça fait 4 ans. Ça fait 4 ans et seulement depuis septembre, je reçois des invités. En fait, non, je reçois des invités depuis le début. Mais seulement depuis septembre, les interviews sont filmées. Donc en studio, avant ça, on faisait à distance. Les gens étaient chez eux, moi j'étais chez moi. La qualité de l'image n'est pas du tout la même. Et voilà, donc il était temps de se professionnaliser au bout de 4 ans. Mais oui, c'est un exercice auquel je suis rompue. Mais j'ai toujours j'ai toujours cette nervosité. Moi, quand je me lève le matin où je sais que je vais enregistrer un podcast, j'ai toujours cette petite nervosité, quoi. Pareil. Et quand on dit 1, 2, 3, go, mon mec, il me dit toujours, mais tu te transformes. T'es pas la même. Moi, quand je t'entends, t'es pas la même. C'est incroyable. Et je le sens que j'ai pas le même focus parce que je veux être à fond concentrée sur la personne que j'ai en face de moi. Avec ce truc de... faut qu'on ait... Voilà, j'ai envie de proposer la discussion la plus intéressante pour l'audience. Donc... Je l'ai eu ça, parce que du coup j'ai commencé les interviews aussi et mon cerveau il était en vrac. Parce que du coup je me dis ok, faut que j'approfondisse vraiment la discussion, que je trouve des sujets pertinents pour la personne en face, pour mon audience. Et j'ai terminé le premier interview, j'étais lessivée. Et je me suis dit waouh, c'est un job en fait. Ouais. C'est tout un truc... Au début, moi j'avais ce truc effectivement de c'est quoi la bonne question à poser maintenant. Et en fait, je me suis rendu compte que la bonne question elle venait naturellement à partir du moment où j'étais dans le flow et je suis hyper concentrée sur la personne. Donc maintenant j'essaye de... Ça m'arrive des fois de penser à la prochaine question et mon cerveau y part. Mais en fait, plus je suis dans le moment, plus je suis concentrée sur ce que la personne est en train de me dire, plus j'arrive à... Enfin, en fait, mes questions, c'est des questions de curiosité classiques et c'est là que ça marche. Ouais, j'ai trouvé mon tuto podcast. Bon, encore une façon totalement originale de commencer un épisode, mais... Tu te présentes ? Oui, je me présente. Du coup, moi, c'est Justine Roy. Je suis plus connue sous le pseudo de Jutoun sur les réseaux sociaux. J'ai 27 ans. De base, j'étais digital nomade ces 3 dernières années. Là, aujourd'hui, je veux vraiment me poser quelque part. Et j'ai commencé, j'étais community manager. C'est ça qui m'a permis justement de voyager à droite, à gauche. Et au final, j'ai lancé la formation Liberté Digitale, où j'accompagne justement les femmes à lancer leur activité en partant de zéro pour avoir cette liberté financière, temporelle, géographique. Et en fait, je leur apprends tout simplement à devenir community manager. Donc exactement moi, ce que j'ai fait pour pouvoir parcourir le monde. Et là, c'est 100% de mon focus aujourd'hui. Je suis plus CM,
Mais du coup, c'est quand même moi qui fais ma strat, marketing, etc. Donc, c'est quelque chose que j'ai pas perdu. Et donc, CM, on va beaucoup utiliser ce terme pendant l'épisode. Donc, autant le clarifier tout de suite. CM égale Community Manager. Comment t'expliquerais ça à un enfant de 5 ans ? Community Manager, c'est quelqu'un qui va manager, s'occuper des réseaux sociaux pour quelqu'un. Donc, c'est-à-dire créer du contenu et planifier pour lui permettre de gagner de la visibilité sur les réseaux sociaux. Et en général, ça peut être pour des entreprises ou même des entrepreneurs. Moi, j'ai de plus en plus d'entrepreneurs qui me demandent des community managers parce qu'au final, c'est un truc qu'on est obligé de faire, mais qu'on n'a pas forcément le temps. Donc voilà, je pense que c'est assez clair. Donc, t'habites à Dubaï. On est à Dubaï, là. Oui, ouais. 3e studio complètement différent. J'ai pas fait tous les studios de Dubaï, mais quand même, j'ai fait 3 studios différents. Parce que tu vis à Dubaï depuis, du coup, combien de temps ? Là, en gros, j'ai pris un appartement pour 3 mois pour passer l'hiver ici. Parce que moi, mon goal ultime, c'est de chasser le soleil et de rester vraiment tout le temps au soleil. Et là, je repars dès mars en France, m'installer à Paris. Chose que j'ai jamais vécue à Paris, j'ai jamais trop resté en France. Voilà, c'est un gros bouleversement, mais c'est un choix que j'ai fait il y a pas longtemps. Ta communauté est au courant ou t'es en train ou oui, là ils vont non. l'apprendre s'ils ouais, écoutent c'est le un peu podcast. comme ça. Tu sais, je le dis un petit peu, mais pas beaucoup. T'as pas fait une grosse annonce en tout cas. Non. Ah, ok, du coup, moi je pensais que t'allais m'annoncer que tu t'installais ici, t'en plein à Dubaï, et en fait, non, tu décides de rentrer en France. Okay. Ouais, en fait, j'avais cette réflexion-là. L'année dernière, ça faisait du coup 3 ans que... Enfin, moi, en fait, à partir du moment où j'ai été community manager, je suis partie faire le tour du monde. Ouais. Mais vraiment, mes 6 premiers mois, j'ai fait 26 pays. Et en fait, je m'arrêtais pas. Ouais, je restais 1 semaine, 2 jours dans une destination maximum. Et en fait, j'ai fait vraiment que ça. En même temps, je lançais Liberté Digitale, mais du coup, j'avais pas trop de focus. J'ai eu de la chance que Liberté Digitale prenne parce que clairement, je travaillais quasiment pas. Et en fait, ça m'a essoufflée de voyager autant, dans le sens où, tu sais, à chaque fois, tu dois refaire ta routine, refaire des amis. Moi, m'en parle pas. Déjà, refaire mes valises tous les 3 jours, voilà. Moi, je trouve ça... Mais après, on n'a pas le même âge, on a quasiment une décennie d'écart. Ah ouais. Donc, 36 ans, et toi, t'as 27, 28. 27, ouais. Et donc, du coup, j'ai fait un tour du monde quand j'étais encore plus jeune que toi. Okay. Mais qui a duré quelques mois seulement. Et j'ai adoré, en fait, jeune. J'adorais bouger tout le temps, etc. Et aujourd'hui, c'est pas possible, quoi. Moi, en fait, j'aime bien rester... je suis allée à Bali, autre destination que tu connais bien. J'y suis allée en novembre. Et sur les 3 semaines... non, 2 semaines et demie. Il y a la moitié du temps, on a passé au même endroit, quoi. Ouais, moi, c'est exactement ce que j'ai besoin. Et là, je m'en suis rendu compte. Je me suis dit, c'est cool de voyager. Et je vois que tout le monde envie ce lifestyle et tout le monde veut ce lifestyle. Et moi, je suis en mode, mais là, je veux un chez-moi. Je rêve d'avoir un dressing. Parce que moi, je vis dans ma valise. Ça fait 3, 4, 5 ans que je mets tout le temps les mêmes habits. Parce que du coup, je veux pas les jeter tant qu'ils sont pas troués ou autre. Et en même temps, j'ai besoin que de basique parce que je peux pas faire des trucs fancy comme j'ai juste mon bagage qui va en soute. Et en gros, l'année dernière, je voulais vraiment me poser et je m'étais dit, Dubaï, ça peut être la bonne destination. Au final, je me suis rendu compte que pour moi et pour mon business, j'avais besoin de retourner en France, à Paris, et justement faire... Pour quelle raison, alors, du coup ? Parce que déjà, moi, ma boîte, elle est en France. Donc, je me dis, autant payer les impôts en France et autant profiter au maximum des infrastructures, de tout ce que je peux avoir. Et surtout parce que je pense que j'ai besoin d'avoir cette proximité avec mon audience et même mes élèves, tu vois, proposer plus de... peut-être de cafés, de meetings, d'événements, même avec mon équipe, parce que toute mon équipe est basée en France. On a quelques coachs qui sont community managers, qui sont un petit peu digital nomades, mais c'est quand même assez rare. Et c'était vraiment pour avoir cette proximité avec mes équipes, avec mes élèves. Et potentiellement, là, je suis en train d'y réfléchir, ouvrir des bureaux à Paris pour vraiment avoir mon pied-à-terre, mon truc à moi, et un petit peu devenir... corporate. Et ça, c'est un truc que j'essaie vraiment de faire dans mon business avec les projets qui arrivent, de vraiment tout bien structurer, déléguer pour avoir du temps pour les différents trucs. Est-ce que tu t'es posé la question de savoir si ce move allait plaire ou pas à ta communauté, dans le sens où c'est un atout incroyable en fait, en termes de personal branding, voyager,
C'est un atout incroyable. Je parlais de toi à mon mec qui est ici à Dubaï avec moi. Et du coup, il te connaissait pas. Il regarde ton profil. Il dit mais Delphine, elle a toujours un truc incroyable à mettre sur son Instagram comparé à nous. Alors là, pendant ma semaine à Dubaï, j'ai tellement de choses à partager à ma communauté. Mais dans mon quotidien, un quotidien de jeune maman qui travaille de chez elle, dans une région où la météo est pas dingo. Moi, en hiver, je peux passer des jours sans sortir de chez moi, quoi. Donc, c'est sûr que sur les réseaux sociaux, c'est pas... Ouais, Et est-ce que tu t'es posé cette question-là de dire, en fait, on passe à une autre phase de ma vie, mais quel impact ça va avoir sur mon business? Ouais, j'y ai réfléchi et justement, ça fait un peu plus d'1 an et demi que je me suis posé la question. Parce que moi, je me suis lancée en tant que digital nomade et à chaque fois que je rencontre quelqu'un, la question qu'on me pose, c'est quand est-ce que tu retournes à Bali? Ou alors, on va dire, elle est digital nomade. Et même aux yeux de la... maintenant, ça commence un petit peu à changer ces derniers mois. Mais tout le monde était persuadé que j'étais encore freelance alors que j'avais mon business et que justement, j'avais tout structuré pour avoir mes coachs, pour avoir, tu sais, vraiment vendre la formation et l'accompagnement qui va avec. Et c'est vrai que dans la tête de tout le monde, j'étais cette digital nomade-là. Alors que moi, je rêvais justement de m'installer. Et pendant un moment, j'ai été un petit peu perdue entre ce que moi je voulais et ce que mon marketing avait besoin, entre guillemets, parce que plus je voyage, plus ça attire, plus j'ai de contenu, plus forcément mon chiffre d'affaires il est élevé. Et je m'en suis rendu compte. Dès que je rentrais à Bordeaux pendant 1 mois pour voir ma famille, mes parents, c'était le calme plat. Et même moi, j'avais rien à communiquer parce que voilà, tu vois, c'est... Moi, je connais ça, mais à l'inverse de toi, c'est mon quotidien. Mais tu vois, là, je l'ai vu, j'ai fait, quand j'étais à Londres, mes vues de story, elles ont fait genre x 3-4. Alors que pourtant, c'était même pas une destination au soleil, mais ça changeait. Et les gens, ils étaient intéressés de voir mon quotidien, comment j'allie le business avec le voyage, se dire aussi où est-ce qu'elle est. Enfin, tu vois, il y a tout ça. Et oui, je pense que moi, ça va me manquer justement au niveau du marketing, au niveau de la création de contenu. Mais je me dis, ça va être un challenge aussi de faire en sorte que, tu vois, mon chez-moi, il soit un petit peu esthétique, que je puisse faire mon contenu chez moi. Et je veux pas arrêter de voyager non plus. Et d'ailleurs, là, je suis trop triste parce que j'avais prévu un voyage à Rio et au final, je vais l'annuler parce que j'ai trop de choses à faire. Mais je me suis dit, je m'installe à Paris, bien. Et après, je fais un voyage, tu sais, tous les 2-3 mois, à droite à gauche. Ou même, rien que là, je me suis dit, tous les week-ends, j'ai une possibilité d'aller, tu sais, genre sur une journée, un week-end à Londres. Enfin, vraiment, genre, Paris, ça relie tout. Et j'étais en mode, en fait, je vais continuer à voyager, mais j'aurai un chez moi. Puis c'est nouveau, en fait, pour toi, vu que tu viens pas de Paris. Ouais, oui, il y a ça aussi. Parce que, en fait, moi, j'ai grandi à Paris, donc pour moi, c'est... j'ai grandi dans la région parisienne. Mais tu vois, pour moi, Paris, c'est retour aux sources, alors que pour toi, finalement, c'est... Ah oui, moi, j'ai vu la Tour Eiffel 3-4 fois dans ma vie. Hein. Moi, je suis perdue à Paris. Moi, je suis partie de ces franciliens qui, justement, sont montés une fois dans leur vie à la Tour Eiffel parce qu'elle fait partie du décor, quoi. Ah oui. Je suis même pas montée dans la Tour Eiffel encore. Mais moi, tu me laisses dans une rue... Tu feras une story, ça va être incroyable. Mais j'ai trop envie. Là, j'ai fait 1 mois en septembre et j'ai trop aimé. De par les gens que j'ai rencontrés, les mentalités que j'ai pu rencontrer. Tu vois, j'ai senti que tout le monde était aussi bienveillant. Moi, je suis entourée de beaucoup de personnes qui sont bienveillantes et j'ai trouvé vraiment mon cocon. La plupart de mes potes entrepreneurs, ils se sont aussi installés à Paris. Donc, au final, c'est un petit peu le point où je me dis, là, c'est le moment d'y être, de passer peut-être 1 an, de tout bien set-up et après de faire des allers-retours. Et je pense que je serai toujours entre, tu vois, Paris-Dubaï, Paris-Bali, Paris-Thaïlande. Je me vois pas 100% à l'année à un endroit, mais faire ma vie, tu vois, genre en novembre-décembre, j'ai pas trop envie d'être à Paris. Non, il faut aller au soleil. Mais visiblement, t'aimes pas. Je sais pas skier. Non, c'est quoi ce truc? Non, moi j'ai pas le chaud. Il y a du soleil aussi à la montagne. Bon, par contre, t'as pas le chaud. Ouais, non, moi il me faut le chaud. Pourtant, je suis blanche comme je sais pas quoi, mais j'ai besoin d'être au soleil. Ça, c'est un truc. Franchement, j'ai lancé mon business pour ne pas avoir de réveil et pour être au soleil toute l'année. Si on parle un peu d'argent digital nomade, j'ai l'impression qu'il y a des gens qui considèrent que c'est un lifestyle qui est pas cher. Et alors, je sais pas si c'est moitié-moitié, mais tu vois, on va avoir le camp de ceux qui considèrent que c'est un lifestyle qui est pas cher et le camp de ceux qui considèrent que
c'est pas donné quand même de changer tout le temps d'endroit, etc. Moi, je suis plutôt partie de ce deuxième camp en mode non, mais on sous-estime le coût que c'est de bouger tout le temps. Au-delà du coup, on en a un peu parlé, tu vois, de la charge mentale, de la fatigue que ça représente. Là, je pars vraiment purement financièrement. Toi, c'est quoi ton expérience sur le sujet ? Plutôt camp numéro 1 ou camp numéro 2 ? Alors au début, j'étais camp numéro 1 parce que quand je me suis lancée, j'avais pas d'argent. Donc c'est pour ça qu'en fait, moi, je suis rapidement partie en Asie. Et avant, Bali, ça coûtait beaucoup moins cher qu'aujourd'hui. Quand j'étais en Thaïlande, ça me coûtait rien du tout. Et du coup, j'étais vraiment la team numéro 1 où pour moi, ça coûtait rien d'être digital nomade. Et aujourd'hui, bah ouais, quand je viens dans des destinations comme Dubaï ou des grosses villes, j'avais fait New York aussi à un moment donné, là, c'est du budget. Et justement, c'est pour ça que j'ai aussi réduit. Tu sais, je reste plus longtemps dans un pays. Comme ça, je peux plus facilement avoir un prix sur le logement. Ouais. Ça me fait moins d'avions à prendre. J'essaie toujours de prendre des trucs sur le long terme. Et comme ça, il y a toujours... Enfin, je m'y retrouve au final. Tu vois, je trouve en termes de courses ou autre. Parce que même là, tu vois, je viens de déménager. Et j'étais en mode, oh, c'est relou, faut que je rachète les sacs poubelles, les shampoings, les gels douche. Et tu sais, c'est tout plein de petits trucs que, bon, c'est un mini budget, mais ça reste un budget quand même à la fin, tu vois. Et même là, il faut que je me rachète des serviettes. Enfin, tu vois, des trucs que je sais que je vais acheter juste pour être là et que je vais pas pouvoir prendre avec moi. Et du coup, ouais, je dirais au début, j'étais team numéro 1 parce que bah, je gagnais beaucoup moins aussi et j'étais sur mes économies d'avant et ma nouvelle activité. Et aujourd'hui, bah, j'ai de la chance d'avoir un meilleur, comment on va dire, enfin, un meilleur cadre de vie parce que c'est pour ça que j'ai travaillé aussi pour me le permettre. Et je suis plus la team numéro 2. Donc, bon, ça dépend des destinations, Ouais. ça c'est sûr. Et en fait, c'est probablement que le digital nomade adapte les destinations à son, à son mode de vie. Donc, effectivement, c'était digital nomade à New York, à Cape Town et à Dubaï. Cape Town, ça va encore. C'est vrai ? Ouais, Cape Town, ça va. En fait, quand t'es à Cape Town, il y a plusieurs endroits. Et tu vois, Camps Bay, c'est que des grosses villas et ça coûte très, très cher. Si tu vas plus vers Sea Point, Green Point, ça coûte OK, en fait. Je connais pas du tout Cape Town. C'est incroyable. Et tout à l'heure, tu parlais de ton rapport au temps. Par exemple, moi, je pensais le temps qu'il te faut pour planifier tout ça, trouver le bon plan sur le logement que tu vas louer 2-3 mois, etc. Ça te prend beaucoup de temps. Moi, je vois ça comme une montagne, en fait. Tu vois, ça me paraît être une charge incroyable. Moi, j'ai une passion pour les Airbnb. Mais genre, vraiment, j'ai vraiment une passion pour les Airbnb. Et tu sais que des fois, je vais juste sur Airbnb pour me balader et voir les beaux logements. Et ouais, j'adore. Franchement, trouver les vols, ça me saoulait un petit peu parce que du coup, tu sais, je compare, je regarde à droite à gauche et tout. Mais trouver le parfait Airbnb, parce que maintenant, je sais exactement ce que je veux, le style d'ambiance que je veux dans mon appart. Tu les négocies ? Et non, même pas. Tu vois, ça, c'est un truc que j'ai jamais fait. Parce que en fait, j'ai toujours peur que quand je trouve la pépite, que ça parte avant que je l'ai. Parce que ça, c'est maintenant, mais sur Airbnb, à Bali, par exemple, tu passais aussi par Airbnb ou moi, quand j'y étais, tous les entrepreneurs là-bas m'ont dit non, mais on est sur des groupes Facebook, les villas sont 2 fois moins chères et t'as pas la com Airbnb et tu négocies direct. Ouais, Bali, j'ai fait ça aussi parce que en gros, moi, j'y étais pendant le Covid. Donc, tu sais, il n'y avait pas assez de monde. Donc, tout le monde... Bah, là, tu vois, la villa dans laquelle j'étais, je payais pas énormément cher. Je crois que je payais 500 € par mois. Et là, elle est à 14 000 €. What ? Ouais, je te jure. Et j'ai vu ça. Et je suis en mode... Oh. Bah, c'était une villa de luxe, 3 chambres et tout. Mais comme ils avaient besoin de juste couvrir, en fait, les frais de la maid, d'entretien, etc., bah, ils nous l'avaient donné beaucoup moins cher. Il faut quand même être le roi ou la reine du bon plan quand on est digital nomade, tu vois. Il y a vraiment cette dimension-là. Et toi, ça fait partie de ta personnalité. Ouais. Bah, moi, tu sais, et c'est trop drôle, j'y repensais il y a pas longtemps, mais quand j'étais petite, avec mes parents, on collectionnait tous les coupons de réduction. Quand il y avait les 100% achetés et 100% remboursés, on était tous les samedis genre dans les supermarchés pour avoir les bons plans, pour tout faire. Et en fait, j'ai grandi comme ça, à toujours chercher le meilleur plan pour économiser. Et tu vois, en fait, j'adore le sourire qui s'illumine sur ton visage parce que en fait, t'as une forme de nostalgie en fait, t'en parles avec bonheur, tu fais et il n'y a pas de jugement dans le oui, bah quand on était petits chez ma famille, on était
famille où on comptait les coupons, quoi. Un peu genre, désolé, etc. Non, c'est j'adorais, c'est marrant. Et en fait, j'aime bien l'idée que tu aies pu transformer ça et dire, en fait, peut-être que je l'applique pas aujourd'hui à trouver des coupons et tout, mais en tout cas, je suis une chercheuse de deal et je l'assume, quoi. Ouais, c'est vrai que, tu vois, genre, j'ai pas forcément... Enfin, mon papa, à un moment, il avait perdu son travail, on a souvent galéré, on n'achetait jamais de nouveaux habits, ou on allait acheter des habits, genre, déjà portés de seconde main et tout. Et je sais que j'ai grandi dans un... Enfin, en fait, c'était dur pour mes parents. Et moi, en fait, j'ai tout le temps été heureuse. Et ça, c'est un truc que... Enfin, tu vois, genre... En fait, je rigolais. Parce que pour la petite anecdote, c'est qu'à un moment, il y avait une promo sur les papiers toilettes. Et en fait, on s'était retrouvés avec, genre, la chambre de mes parents a été tapissée de papier toilette. Parce que c'était les promos et qu'on avait la moitié gratuit, mais qu'on savait qu'on allait économiser ces papiers toilettes pour toute la vie, tu vois. Et c'est ça que j'avais aussi en tête, c'est de me dire, mais on allait chercher le bon plan, mais jusqu'au bout. Et ça, je l'ai encore eu pendant longtemps. Et jusqu'à il y a, tu vois, quelques mois, maintenant, j'ai un peu lâché ça. Parce que des fois, j'étais, tu vois, devant tous les dentifrices et je cherchais le dentifrice le moins cher, mais à 10 centimes près. Et après, je me suis dit, en vrai, pourquoi je me prends la tête là-dessus alors que aujourd'hui, j'ai essayé justement d'élever mon niveau de vie pour avoir ces trucs-là en moins dans ma tête. Et petit à petit, j'avais des réflexions de mes proches aussi. Et je me suis dit, c'est pas OK, il faut que je travaille là-dessus et que je me mette dans... Quel type les réflexions? En gros, c'était avec mon ex, tu vois, j'avais acheté un shampoing, mais qui coûtait cher, mais parce que pour moi, il coûtait genre le double d'un shampoing en supermarché. Donc pour moi, c'était... j'avais mis la prunelle de mes yeux dans ce shampoing-là. C'est quoi, 7-8 euros Je sais même plus, là, dit comme ça. 10 euros, ok. C'était un shampoing un peu plus cher. Et à un moment, il a voulu le prendre et je lui ai dit, mais tu vas pas prendre mon shampoing, toi? Il me dit, pourquoi? Je lui ai dit, il m'a coûté cher. Et il m'a regardé. Achète-toi ton shampoing. Mais oui, c'était ça. Je trouvais, mais prends pas mon shampoing qui coûte cher, je reprends celui du Airbnb, quoi. Après, il m'a dit, là, en vrai, j'aime tout chez toi, mais il y a un problème. Genre, vraiment, t'as un problème avec, le manque de tout. Le fait que le shampoing t'ait coûté cher, de faire attention à ça, que des fois on allait faire les courses et que je comparais le moins cher. Et il a vraiment vu en fait. Alors que moi, ça faisait partie de moi parce que c'est comme ça que j'ai grandi et que ma maman agissait. Et du coup, j'ai toujours été dans ce schéma-là. Et je crois que c'est mes amis aussi qui me l'ont dit. C'était des petits trucs en mode... pourquoi tu passes autant de temps alors que tu pourrais prendre un truc maintenant? Et en fait, je me suis rendu compte que le temps que j'allais passer à comparer les prix ou quoi, par exemple sur des vols ou quoi, si je mettais ce temps-là dans mon business, j'allais rembourser la différence. Donc maintenant, j'essaie de trouver le juste milieu en mode, ok, je vais essayer de trouver peut-être l'hôtel un peu moins cher mais bien, plutôt que je vais chercher pendant des heures parce qu'au final, j'ai pas envie de mettre ce temps-là. Et là, je me suis même dit, je vais peut-être prendre une assistante personnelle. Mais bon, là, j'ai pas encore fait mentalement le travail. Mais moi, je trouve que c'est pas évident. Alors, à la fois, quand on augmente ses revenus, il y a une partie de nous qui s'y habitue très vite. Mais il y a toujours cette poche qui est plus récalcitrante où, alors, certaines personnes ou dans des bouquins appellent ça le mindset de pauvre, tu vois, mais c'est toujours des endroits où on est encore challengé sur notre façon de penser d'avant, tu vois. Et on a des références que ça, c'est le prix approprié pour... toi, ton exemple, c'était un shampoing, etc. Et du coup, il n'y a aucune raison que je dépense... y a aucune raison que je dépense plus, tu vois. Et c'est compliqué. Si tu as... je sais pas, je prends un exemple, tu vois, on va sortir même des femmes. Si on prend un exemple d'hommes, mes premiers costumes, je les ai payés, je sais pas, 250 €. Je ne vais pas dépenser 1 500 € pour un costume, tu vois, c'est pas dans mes références, c'est difficile de se recabler en fait. Ouais. Moi, j'arrive pas parce que je sais que je peux pas mettre plus de 100 € dans un habit. Et justement, j'ai ce plafond-là que j'arrive pas à dépasser. Et tu vois, j'ai mis 2 ans avant d'augmenter mon niveau de vie. Ouais. Par rapport à mon business, même si je gagnais plus, parce que moi, j'ai fait tout plein de jobs pour avoir un peu de sous, donc je gagnais globalement un SMIC chaque mois, mais j'ai fait McDo, j'ai fait tous les trucs. Et j'avais listé, tu distribues des flyers. T'as fait hôtesse? Ouais, je fais hôtesse. Pendant tes études, tu distribuais des flyers, etc. Ouais, je distribuais le 20 minutes, genre tous les matins sous la pluie, devant le tram. Ah non, moi, en fait, je me dis, je sais que quand on veut, on peut et qu'il faut juste faire les choses. Et moi, j'avais besoin d'argent
Et ben, je faisais tout. Tu me proposais toutes les missions d'intérim, je les faisais. Même s'il fallait que je fasse les poubelles, que je nettoie des trucs. Enfin, tu sais, au McDo, je nettoyais du vomi. Enfin, c'était pas les trucs de ouf. J'étais tout le temps en train de nettoyer tout le resto et tout. Et ouais, j'ai fait plein de trucs. Et mentalement, ça m'a pris 2 ans avant de me dire, bah, ok, il faut que je sois confortable parce que j'ai maintenant, je peux me permettre d'avoir un niveau de vie plus élevé et ça va m'apporter du confort et ça va m'enlever de la charge mentale. Et en fait, ça, je le comprends petit à petit. Et tu vois, il y a pas longtemps, bah, j'ai été à Paris, j'ai pris un bel hôtel parce que je me suis dit, bah, je suis dans le centre, du coup, moins de déplacements, donc je gagne du temps. Je sais que je peux tout facilement avoir à l'hôtel, la nourriture, etc. Bonne Wi-Fi, je me sentais bien, j'ai bien dormi. Et en fait, c'est tous des trucs où c'est plein de petits trucs. Mais quand tu les mets bout à bout, ça t'enlève une grosse charge mentale. Et je pense que moi, aujourd'hui, j'ai tellement de charge mentale que je suis en mode, bah ok, même si je dois mettre plus cher, si ça m'enlève ma charge mentale, ça n'a pas de prix. En vivant ici à Dubaï, est-ce qu'il y a encore des aspects de ta vie où tu te dis, en gros, c'est abusé de réfléchir encore comme ça, tu vois? Je vois tous les gens qui se font servir. Est-ce que, par exemple, tu es prêt à dire, non, mais je vais quand même... Je sais pas, je fais encore mon ménage moi-même parce que, alors qu'ici, c'est simple, c'est accessible. Ou je fais encore des trucs moi-même parce que j'ai toujours fait comme ça et t'es pas rentré à fond dans le mode Dubaï où on se fait servir pour le tout et n'importe quoi. Bah en fait, le truc, c'est que moi, tu sais, j'ai grandi et c'était ma maman qui faisait tout à la maison. Ah. Et pile quand j'ai quitté la maison, c'était pour aller à Bali. Et à Bali, on me lavait la maison, on me faisait mon linge, on me faisait mon lit, on me faisait tout, on m'a toujours tout rangé, mais chaque jour, sans que ça me coûte énormément cher. Et du coup, j'ai toujours vécu dans ce confort-là. Et même moi, mentalement, C'était fille unique ? Non, j'ai une petite sœur. Et ta maman était au foyer ou... Ouais, ma maman, elle était au foyer. Du coup, c'était elle qui faisait tout, tu vois, le linge. Elle rangeait. Ouais, elle rangeait tout, elle nous aidait là-dessus. Et ça n'a jamais été un truc où moi, j'ai mis la main à la pâte, tu vois. Et je voulais pas. Moi, je voulais pas toucher à ça. Sans blague. Et ah ouais, non. Non, mais je sais pas si je connais beaucoup d'enfants qui spontanément ont envie de... Ah ouais, chouette, on met la table, ah, chouette, mais je peux t'aider à étendre le linge. En vrai, tu sais que par contre, quand je suis chez des gens, je suis la première à aller mettre la table, je suis la première à ranger. Et en fait, même d'habiter seule, enfin, tu vois, je suis ultra propre, par contre, parce que, justement, j'aime pas vivre dans un environnement sale, j'ai besoin que tout soit propre. Et j'essaie de faire le max pour ne pas salir mon environnement, tu vois. Et quand je suis arrivée à Dubaï, j'ai dû continuer à prendre... là, j'ai une maid qui vient, tu vois, toutes les semaines. Mais globalement, tu vois, mon linge, c'est moi qui le fais, parce que je me dis, en vrai, ça fait rien. Je mets mes vêtements et ça fait tout seul. Donc, il y a des... Tu vois, en fait, c'est que vraiment, je me suis dit, je veux pas faire le ménage, je veux pas faire à manger. Et ça, faire à manger, trouver ce que tu vas manger, aller faire les courses, faire à manger, ça prend du temps. Et je m'en suis rendu compte parce qu'à un moment donné, je faisais tout. Et je me suis dit, ça, c'est un truc, j'ai vraiment pas envie de l'avoir dans mon quotidien. Je veux pas y penser, je veux que ça se fasse tout seul. Et du coup, j'ai des meal prep. Même quand j'étais à Cape Town, j'avais des meal prep. Là, j'ai mes meal prep, j'ai ma maid qui vient. Enfin, tu vois, tous les trucs... j'ai pas envie de le faire. Je suis assez curieuse de ça parce que t'as tout à l'avance ou chaque jour tu te dis bon, qu'est-ce que je vais manger et tu vas sur l'appli, c'est l'équivalent de Just Eat ou Uber Eats ici. Non, il y a ça, mais moi en fait c'est tous les dimanches, ils m'envoient le planning de la semaine avec mes calories, mes macros, etc. Donc là tu vois, même on s'est posé avec ma copine Popo qui est diététicienne, elle m'a dit ok Jus, il te faut tant de calories, il te faut tant de protéines, tant de lipides, etc. en fonction de moi, mes objectifs et de comment elle voit mon quotidien, etc. Je leur ai envoyé et là je sais que dans 2 jours ils vont me faire le planning de repas pour la semaine prochaine en fonction de ce que j'aime, parce qu'ils savent que je suis très compliquée, j'aime pas quand ça pique, j'aime pas la viande rouge. Enfin, il y a plein de petits trucs, tu sais, maintenant ils me connaissent. J'aime pas le chocolat aussi, donc tu vois, il y a plein de trucs où ils font en fonction de moi ce que j'aime. Et tous les matins, j'ai ma petite poche avec mes 4 repas dedans. Donc petit-déj, déj, snack, dîner. Je mets dans mon frigo et toute la journée, je travaille et quand j'ai faim, je vais prendre mes trucs et ça m'enlève mais une charge de ouf. Bon, quand tu seras à Paris, j'ai un bon plan pour toi. Alors, c'est pas aussi élaboré, ils le font pas en fonction de tes calories, etc. Mais je suis ravie d'en parler. Pour ceux qui sont intéressés, mais moi, je suis devenue très fan de Season. Oh, ok. Donc, tu choisis le nombre de plats qu'ils te livrent et chaque semaine, ils ont une sélection d'une 20aine de plats et tu choisis ceux que tu veux. Ah, génial. Et nous, on est passé à ça tous les midis. C'est bon, c'est sain, t'as le nombre de calories
Ils te cuisinent pas des trucs en fonction de toi, mais ça nous a changé la vie. Ça nous a changé la vie. Et moi, j'étais hyper réticente à ça. Parce que quand on a pris cette décision, j'étais sur mon régime d'après-grossesse. J'ai pris plus de 22 kilos pendant ma grossesse. Et donc, du coup, voilà, c'était important pour moi, tu vois, de retrouver ma ligne. Et j'avais l'impression, en déléguant l'alimentation, de perdre le contrôle. Et du coup, effectivement, ça n'a pas été simple de prendre la décision. Et c'est une des meilleures décisions de 2023 pour notre foyer. Ça a été de tous les repas du midi. Alors, nous, c'était que le midi. Après, chacun choisit. Mais tous les repas du midi sont prêts à être mis au micro-ondes. C'est très bon. En fait, ça me fait gagner le temps de chercher ce que je veux manger, d'aller faire les courses, de cuisiner aussi. Parce que... Et puis même, je me dis, je donne exactement à mon corps ce qu'il a besoin. Parce que sinon, des fois, je vais manger moins, des fois, je vais manger plus. Et avant, quand j'avais pas les meal prep, j'étais toujours ballonnée, je manquais d'énergie. Quand j'allais au sport, j'étais pas bien. Et au final, d'avoir ça, je suis impec. Et je suis plus productive au travail. C'est marrant parce que tu es la 3e personne que j'ai interviewée à Dubaï. Et je sais pas si c'est un biais, parce que évidemment... on est tous carrés ici. Ouais, vous m'avez tous été recommandés, c'est les mêmes cercles, tout le monde se connaît, etc. Et j'ai l'impression que c'était pas forcément le cas avant dans votre vie. Mais tous à Dubaï, vous êtes devenus très soucieux, conscious aware, conscious la santé. Aware, ouais, de la santé, notamment par l'alimentation. Et c'est marrant comme quoi on n'imagine pas aussi que ce genre de ville puisse avoir cet effet-là, mais en tout cas tu es la 3e personne qui me décrit avoir fait un vrai pas sur prendre soin de soi, d'être body aware, c'est ça la question, le mot que j'avais, d'être plus conscient de son corps, plus conscient de ce qu'il a besoin, et aussi parce que les solutions sont à portée de main pour pouvoir facilement s'en occuper, quoi. Moi en fait je me suis rendu compte que j'ai beaucoup délaissé ma santé quand j'ai lancé mon business, parce que du coup à un moment je voyageais beaucoup, mais je me suis calée, et tu vois, pendant 1 mois je vivais, je respirais business, je commandais des Uber Eats, j'ai pris énormément de poids. Finalement, une fois que j'ai mis en place bien mon business, structuré, etc., je me suis dit, mais attends, mes priorités aujourd'hui, ma priorité, ça devrait être moi. Moi, ça veut dire ce que je vais manger, le sport que je vais faire et mon sommeil. Et du coup, ça, c'est un truc, c'est que je me suis dit, ces 3 piliers-là, c'est les plus importants. Et c'est pour ça que je suis aussi à Dubaï, parce que je sais que je peux mettre en avant ces 3 piliers-là. Tu vois, je fais de la boxe, j'ai mon coach de boxe. Les salles ici, elles sont trop bien. La nourriture, tu vois toutes les calories à chaque fois là où tu vas. Et pareil, même le sommeil, c'est un truc super important. Et j'essaie de dire non des fois à des invitations. Je rentre, et même mon entourage, il est comme moi. C'est-à-dire qu'on sait tous qu'on a les meal prep. Et du coup, on va essayer de trouver des trucs en mode où on va pas forcément aller au restaurant. Parce que, tu sais, pour sociabiliser, c'est toujours le restaurant. Donc là, tu vois, ce soir, je sais qu'on va aller à Top Golf, on va faire du wake surf. Enfin, tu vois, c'est un truc où on réfléchit tout le temps. Parce que... Ouais, c'est du golf... Golf ou golf miniature ? Je suis pas une pro du golf. Non, mais c'est pas un truc 28 trous en extérieur. Non, c'est tu tapes. Ah, mais moi, je suis pas une pro. Hein. Moi, j'y vais juste pour sociabiliser. Je dis, les filles, on va faire Top Golf. Le gros truc ici, c'est... Alors, en France, ça prend aussi vachement, mais le gros truc ici, squash. c'est le... J'allais dire le paddle. Ah, le paddle. Ouais. Ah ouais, mais ça, c'est les mecs, tu vois. Ouais, je sais. C'est pas les filles. C'est mon mec, mais... ça a l'air d'être ça. Non, mais ceci dit, chez nous, à Paris, on s'était mis au squash avant la grossesse. Vraiment, je ne pouvais plus et je me suis pas remis au sport depuis. Et voilà. Ah, ça reviendra. On verra quand est-ce que ça changera. Ça reviendra, en effet. Cool. Alors, donc, on a parlé de ta vie à Dubaï, on a parlé de ton lifestyle de nomade. Il y a un autre aspect de ton parcours et ta vie qui m'intéresse, c'est cette transition de freelance à infopreneur. Ok. Où tu t'es dit, en fait, tu changes de modèle. Avant, donc, tu vendais de la prestation, ce qu'on appelle aussi dans le jargon du done for you, donc je le fais pour toi. Et t'es passé à un modèle où tu formes les... Enfin, voilà, tu as créé une sorte d'académie, une école, où effectivement, tu formes les gens à faire ce métier en done for you. Donc, tu formes des gens à faire ce que tu faisais avant, mais toi, du coup, tu as changé ton business model. C'est un levier d'enrichissement qui est plus important. Toi, tu t'es sentie limitée dans le freelancing ? Moi, en fait, j'étais super heureuse. Vraiment... T'avais combien de clients ? J'en avais 5. 5, dont... en gros, j'avais 3 clients sous une agence. Donc, j'étais en direct avec l'agence. Donc, en gros, j'avais que 3 points de contact.
J'avais ça en mode contrat freelance community manager. Et j'ai fait aussi la stratégie d'influence. Ce que je te coupe de l'extérieur, j'ai l'impression que cette transition, elle te permet d'augmenter tes revenus, mais elle s'est faite quand même au prix de... En fait, avant, tu bossais très peu. Et soyons honnêtes, une activité d'infopreneur et surtout soutenue dans le temps, c'est quand même une activité qui demande un certain volume de travail constant. Qui colle beaucoup moins que le lifestyle de je bosse que 2, 3, 4 heures par jour. Tu regrettes pas ce choix, du coup? Non, je regrette pas du tout. Je suis très contente. Et en fait, c'est vrai que, tu vois, ça m'est un petit peu tombé dessus. Dans le sens où moi, je voulais juste voyager, découvrir le monde, faire plein de trucs. Et j'avais besoin d'un business qui allait supporter ces dépenses-là, entre guillemets. Le business au service de ton lifestyle. Ouais, c'était vraiment ça le goal. Et c'est vrai qu'au début, quand j'étais freelance, j'avais beaucoup plus de temps pour moi, de temps pour faire les choses. Et en fait, j'avais déjà une communauté sur les réseaux sociaux à ce moment-là. Et tout le monde me disait, mais comment tu fais, Justine ? Et c'est là qu'en fait, j'ai commencé à lancer des coachings et à lancer aussi la formation. Et aujourd'hui, oui, tu sais, je crois qu'il y avait un mème qui était passé sur Internet où c'était marqué « Quand tu deviens entrepreneur, tu penses que tu vas avoir plus de temps pour toi, mais au final, tu bosses 24/24, 7 jours sur 7. » Et là, tu vois, c'est vraiment cette année... Et là, ces dernières semaines, c'est super dur pour moi en termes de charge mentale, de gérer tout. Le travail que je dois faire, il est énorme. Et tu vois, j'ai pas du tout envie de me plaindre parce que justement, je suis trop reconnaissante parce que ça veut dire que ça marche, que j'ai plein d'opportunités, que j'ai encore plein de trucs à accomplir. Et je pense que moi, je suis un profil où j'ai besoin d'avoir une mission, j'ai besoin d'avoir un pourquoi, j'ai besoin d'être occupée. Besoin de tout le temps me challenger et d'apprendre des choses. Depuis que je suis toute petite, j'adore apprendre des choses dans tous les domaines. Et en fait, faire mon business, le lancer, le maintenir, continuer à le faire croître, c'est tout le temps plein d'apprentissage à chaque fois. Et je kiffe ça aujourd'hui. Et tu trouvais que sur cet aspect-là, c'était plus limité de travailler pour les autres ? Ça te permettait moins de t'exprimer en tant que... Parce que l'avantage, tu vois, quand on est au service des autres, c'est qu'effectivement, on voit aussi une diversité de projets, etc. Enfin, on travaille sur une diversité de projets, puisque finalement, à travers ta clientèle, tu vois aussi une diversité de projets. Oui et non, parce que toi, tu formes vraiment des gens qui veulent faire le même métier que toi, mais qui ont chacun leur vie, leur contexte, etc. Et du coup, ça, voilà, tu trouvais pas... Moi, tu sais, je suis quelqu'un de très créative et j'ai plein d'idées. Et du coup, les gens avec qui je travaille au quotidien, ils pourront te dire, Julie, tous les jours, je lui envoie des idées. Je lui dis, j'aimerais bien faire ça. Ta meilleure amie associée. Ouais. Et pas encore associée, mais du coup, elle va rentrer dans le business. Là, c'est une de mes volontés aussi. Et du coup, c'est vrai que je suis un peu... J'ai tout le temps plein d'idées, plein de choses à faire. Et justement, j'arrive toujours à sélectionner une... et aller dans ce sens-là. Mais tu vois, de travailler pour des gens, des fois, je me sentais un peu... comment dire ? Enfin, tu vois, j'avais une idée et eux, ça allait pas forcément leur plaire. Ou je leur disais, il faut faire ça et vraiment, ça va tout changer. Mais ils voulaient pas. Et du coup, j'étais tout le temps freinée un peu par rapport à mes idées, les choses que je voulais tester, que je voulais appliquer. Des fois, ils voulaient pas mettre du budget dans telle ou telle chose. Et aujourd'hui, c'est plus en mode, déjà, je réfléchis pour moi. Je suis ma propre patronne, entre guillemets, et toutes mes idées, je peux me les appliquer à moi. Et dès que j'ai une idée en tête, je vois si c'est possible en termes de temps, en termes matériels, en termes d'argent. Et c'est un peu moi qui fais, tu vois, les décisions et tout. Et je pense que, parce que j'ai beaucoup réfléchi, et moi, j'ai toujours eu un profil où je voulais être salariée et en gros suivre les ordres d'un patron. J'ai toujours voulu ça. Et en fait... T'as toujours voulu ou tu t'es toujours projetée là-dedans ? Les deux, parce que, tu vois, moi, j'étais la bonne élève à l'école, j'écoutais tout, je suivais les règles. Moi, je suis très règle. C'est pour ça que j'aime bien vivre à Dubaï, parce que je sais que tu peux pas aller en dehors des règles et c'est dur de marcher sur la ligne aussi des règles. Et c'est pour ça que j'apprécie être là. Parce que moi, je suis vraiment très... tu vois, voilà. Moi, j'étais à l'école, je faisais bien mes devoirs, je faisais bien tout, j'écoutais les profs. C'est le syndrome de la bonne élève. Voilà. Et j'ai toujours été dans ce truc en mode... Première de classe. Ouais. L'école va me donner... Enfin, je sais pas, ils vont me dire qu'est-ce qu'il faut que je fasse. Enfin, vraiment, moi, j'étais un petit peu hyper docile par rapport à ça. Et j'étais littéralement dans le
processus, du parcours, de me dire ça va se faire comme ça va se faire. Et c'est vrai que aujourd'hui, que ce soit moi qui prenne les décisions, les responsabilités, j'ai mis du temps avant de l'accepter mentalement, même si c'est moi qui ai tout construit, qui suis partie de zéro, qui a appris à faire tout ce que j'ai pu monter aujourd'hui avant de le déléguer. L'année 2022, c'était une grosse année parce que je me suis dit, en fait, les gens, ils travaillent avec moi, mais ils sont là parce que c'est moi qui tiens le navire et qui tient le bateau, c'est moi qui prend les bonnes décisions, c'est moi qui ai les responsabilités. Et j'ai eu du mal de faire ce switch. Et après, je me suis rappelée, mais en fait, quand j'étais jeune, quand il y avait des travaux de groupe, c'était moi qui lidais tout le monde et qui disais, OK, il faut qu'on fasse ça, toi tu fais ça, toi tu fais ça, toi tu fais ça. Et de me rappeler ça, aujourd'hui, je manage mieux. Et je sens que là, cette année dernière aussi, gros travail sur mon leadership. Et là, maintenant, c'est un truc, j'ai plus confiance en moi, je sais que les gens me font confiance. Et ça se voit au niveau de mon business aussi, au niveau de l'équipe. On a fait le premier team building l'année dernière. Et tu vois, tout le monde est vraiment dans la boîte, tout le monde a la même mission que moi. Tout le monde... tu sais, c'est des trucs où tu dis, est-ce que si j'ai une idée, les gens vont me suivre ou pas ? Si je prends une décision, est-ce qu'ils vont être OK ou pas ? Et ouais, c'est différent. Mais je suis plus heureuse aujourd'hui, même avec toute la charge de travail. Et là, j'essaie de plus en plus commencer à m'effacer et vraiment que mon équipe ait confiance en elle et que moi, je prenne vraiment que les décisions finales. Ton audience, elle te ressemble ou pas ? Ou... Donc, c'est plutôt la vingtaine, début trentaine entre 22 et 26 ans. Ah oui, donc c'est assez jeune. C'est quoi leurs aspirations ? Voyager. Elles ont envie de ce lifestyle où elles peuvent travailler en voyageant. Ouais, ce lifestyle-là. Après, je me suis rendu compte qu'il y en avait aussi qui étaient très routinières et qui aimaient bien être chez elles. Et c'est beaucoup de nanas qui veulent pas avoir de patron, qui veulent vraiment avoir plus de temps libre. Et je pense que c'est surtout... y en a, elles ont un peu ce truc en mode d'anxiété sociale et de se dire qu'elles sont un peu dans leur coin, qu'elles font les choses pour elles, qu'elles ont plus de temps pour elles. J'ai vraiment remarqué ça chez mon audience. Il y a une grosse part de j'ai besoin de prendre confiance en moi. Et je pense que ça se fait aussi à travers l'entrepreneuriat. Moi, ça m'a beaucoup aidé de lancer mon business. Et après, de voyager et avoir son activité pour justement juste prendre confiance en soi et aller plus vers ses inspirations parce que je le vois, elles ont du mal de rêver grand et de se dire que c'est possible. Ouais, et en même temps, tu vois, je trouve que les modèles les modèles de réussite qu'on voit le plus, et moi je participe à ça parce que c'est les gens que je reçois le plus sur le podcast aussi, c'est vraiment l'entrepreneur qui... on te dit en fait, freelance c'est bien un temps, mais tu vois, en mode tu peux pas faire ça, c'est plafonné, tu vois, avec cette idée que ce sera bien pendant un temps où c'est bien faire la transition du salariat à l'entrepreneuriat, mais... tu vois, comment dire, il n'y a pas d'avenir. C'est pas qu'il n'y a pas d'avenir, c'est que tu vois, tu rêveras jamais grand dans le freelancing. Moi, je me dis toujours, mais dans quasiment tous les domaines, et donc dans le tien, c'est vrai aussi, community manager, mais en fait, tu vas avoir le gros du marché qui va peut-être être payé entre 250 et 500, 600 euros la journée. Et puis, il y a forcément des gens qui cherchent des community managers à payer 2000 euros la journée, tu vois. Et donc, c'est... Comment je fais ? Alors, ça reste un travail qui est dépendant de ton temps, mais comment je fais pour passer de là, tu vois, être community manager à 300 euros la journée, être community manager à 2000 euros la journée ? Comment je fais ? Comment je change de clientèle ? Comment je les trouve ? Comment j'adapte mon style ? De quoi ils ont besoin ? Etc. Comment tu vois, toi ? Parce que toi, t'es sortie aussi du freelancing. Ouais. Est-ce que tu as cette vision que je partage que c'est possible de gagner beaucoup d'argent dans la prestation de service ? Moi, je suis d'accord avec toi dans le sens où je pense que ça dépend aussi des ambitions et de la charge de travail et de stress que tu es prêt à endurer aussi. Moi, franchement, si j'étais freelance aujourd'hui, je serais encore aussi heureuse. Mais je pense que le fait de partir à Bali, le fait d'avoir ma communauté, d'avoir des gens qui me demandent, ça m'a fait évoluer. Mais dans un sens, moi, tu vois, la plupart ça fait maintenant un peu plus de 2 ans que j'ai lancé la formation.
Et il y a encore, la majorité des élèves, elles sont encore freelance, elles augmentent petit à petit leurs tarifs. Soit elles prennent vraiment des gros clients et là, du coup, elles les aident à aller encore plus loin et elles prennent un pourcentage sur le CA. Ou des fois, même, elles rentrent en tant que bras droit, tu vois, dans la boîte. Ouais. Je pense qu'il y a plein de choses que tu peux faire. Et même moi, aujourd'hui, mes prestataires, tu vois, hier, j'étais au téléphone avec un de mes prestats et on a vu, ça faisait 1 an et demi qu'il était avec moi. Et il a pu évoluer sur des tâches. C'était pas du community management, mais c'était, tu vois, sur le media buying. Et en fait, même lui, il s'était formé sur le SEO. Du coup, il nous aidait sur le SEO. Et je pense que c'est ça aussi, c'est soit tu te formes et du coup, tu arrives à apporter plus de valeur, plus d'expérience, ou soit tu te formes sur d'autres services aussi pour proposer des trucs complémentaires. Et je pense qu'il y a toujours plein de trucs où tu peux évoluer. Et moi, je me rends compte, plus j'avais d'expérience, moins ça me prenait de temps de faire les choses et du coup je pouvais prendre plus de clients aussi. Et après je pense quand même qu'en tant que CM, community manager, tu peux aller jusqu'à 5 000 € par mois en faisant du done for you, mais aller à plus, sauf si en vrai tu trouves des gros contrats, c'est aussi possible. Mais moi mes élèves elles plafonnent à 5 000. Ouais. Moi j'étais allée jusqu'à 3 000, j'étais pépouse, j'allais faire les petits sunsets à Bali. Moi j'étais les pieds en éventail sur la plage. Mais 5 000, c'est pas énorme parce que si tu factures tes 20 jours dans le mois, donc 5 000 divisé par 20, ça fait 250 € jour. C'est pas énorme. C'est des profils type expérience moins d'1 an, hein, en général. Ouais. Non, c'est pas énorme. C'est pour ça, moi, honnêtement, je pense que sur ce marché-là, mais sur tellement d'autres, en fait, le développement web, beaucoup de marchés de prestations de services. Je prends toujours l'exemple de mes prestataires de nettoyage. Je fais de la location courte durée dans mes appartements. Et oui, il y a des gens en ménage qui gagnent bien leur vie. C'est pareil, c'est toujours dépendant de ton temps, en fait. Mais en fait, il y a des gens qui sont prêts à payer cher pour des prestations de ménage qui sont dignes d'un certain niveau. Et donc, je pense qu'effectivement, on peut augmenter son niveau de rémunération de manière significative par rapport au gros du marché qui, effectivement, va se trouver dans une... Je pense que ça dépend aussi, tu sais, du soin que tu vas apporter en plus. Oui. Et typiquement, tu le vois, genre dans les hôtels, plus il y a d'étoiles, moins il y a de charge mentale. Et là, en fait, j'ai vraiment l'exemple type. Quand j'étais à Londres, j'ai été dans un hôtel 5 étoiles et j'ai fait un dortoir, un auberge de jeunesse. J'ai vraiment fait les deux, tu vois. Tu l'as mis sur ton Insta, j'ai fait un vlog. Alors non, j'ai même pas vlogué. Parce qu'en fait, j'étais avec mes meilleures copines, dont la Pauline que tu as rencontrée. Et en fait, je me suis dit, à la base, je voulais vloguer pour montrer la différence, etc. Et je me suis dit, mais non, c'est un temps précieux que j'ai avec mes copines, que je vois peut-être 2-3 fois dans l'année. J'ai pas envie de vloguer, j'ai envie de faire ça pour moi, profiter de mon temps avec elles. Et tu vois, j'ai vu la différence. J'ai commencé par l'hôtel 5 étoiles en plus en premier. Je suis arrivée, c'était trop beau, il y avait les marches, enfin vraiment genre c'était typiquement londonien, on était pile dans le centre, t'arrives, il y avait un méga sapin, genre très old money, genre très inspirant, des grands escaliers, il y avait un bar à chocolat chaud, un bar à jus, il y avait tous les jours, il y avait un happy hour, ça sentait bon partout, les gens ils m'ont pris mes valises, genre j'ai rien fait, je suis arrivée dans ma chambre, même dans ma chambre j'avais tous les produits, je pouvais faire ma laundry, la salle de sport incroyable, bref, tout trop bien. Et j'ai kiffé, il y a eu même un événement Dior pour te dire à quel point l'hôtel il était genre, tu vois, genre trop bien. Et charge mentale, 0, je sortais, j'ai même pas touché les portes pour sortir ou rentrer. Il y avait des parapluies, on me donnait les parapluies quand je sortais, trop bien. Et après, je suis arrivée dans l'auberge de jeunesse et forcément, tu vois, il y a des prix différents, mais c'est un service différent. C'est-à-dire que je suis arrivée dans l'auberge, j'ai dû monter ma valise parce qu'il n'y avait pas d'ascenseur, j'avais des grosses valises. Le mec, il m'a dit « Je vous aide un peu, mais au retour, vous vous débrouillerez. » Et tu vois, on était dans des lits... un peu moins confortable, oreiller moins confortable. Et enfin, j'ai vu la diff. Je pense que j'ai mieux dormi au début dans le dortoir. J'ai dormi comme un bébé. Mais je pense que j'étais trop fatiguée. Mais tu vois, il y a ce truc où tu vois la différence entre le service que tu as dans un hôtel 4 étoiles où j'ai jamais touché les portes, où tout le monde me disait bonjour, machin, et le dortoir où j'étais dans une... Je pense que ma chambre du... c'était un 5 étoiles. Ma chambre du 5 étoiles, elle était aussi grande, même
non, elle était plus grande que le dortoir, on était 6. Et genre, en fait, tu vois, ça m'a même pas dérangée parce que j'avais mes copines et je me suis pas dit, bah, c'est nul. Justement, genre, c'est la compagnie qui fait les trucs. Mais ouais, je me suis rendu compte de toutes les petites différences. Bah, on n'avait pas de bouteille d'eau, on n'avait même pas de shampoing pour se laver dans le dortoir. Moi, j'avais pas pensé à voler le shampoing. Enfin, tu vois, genre... À voler le shampoing. Mais tu sais, des fois, ils donnent des petits savons. Et j'ai pas pris le petit savon. Ah, attends, j'ai une question. Est-ce que tu prends encore tous les échantillons des hôtels ? Est-ce que tu repars avec ? Oui, là, j'ai pris de la Free Shampoing, je l'aimais bien. Et j'ai pris les chaussons de l'hôtel aussi. Parce que c'est marqué le nom de l'hôtel. Et mais ouais, faut que j'arrête de faire ça. Ouais, c'est marrant parce que tu vois, en même temps que tu me le dis, j'ai ce truc de... Je pense qu'en termes de mindset, et même... Après, c'est le reflet d'un niveau de vie, mais c'est aussi le reflet d'un certain mindset. Moi, j'embarque plus rien. Ou alors, il faut vraiment qu'ils aient mis un échantillon d'une marque super. Mais honnêtement, genre 9 fois sur 10, j'embarque rien dans un hôtel. Mais il fut un temps, je prenais tout. Ah, tu prends tout. Et j'avais plein d'échantillons chez moi, parce que je les réutilisais pas, tu vois. Parce que quand tu fais ça, en général, tu as un lifestyle où tu voyages pas forcément. T'es pas à un niveau de vie où tu voyages beaucoup. Mais tu te dis, ça va me servir. En fait, ça te sert jamais dans ton quotidien parce que tu as ton gel douche à la maison. Mais c'est marrant. Alors voilà, si vous voulez vous situer sur où est-ce que vous en êtes dans le mindset, est-ce que vous prenez encore les échantillons qu'on vous donne dans les hôtels ? Parce qu'honnêtement, t'en as dès le... Alors, 2 étoiles, je sais pas, mais t'en as dès le 3 étoiles, en fait, des échantillons. J'ai jamais trop fait d'hôtel. En fait, j'ai toujours fait des Airbnb. Et là, c'était la première fois où je me suis dit, vas-y, je vais faire un hôtel. Dans les grandes villes, dans les Airbnb, maintenant, ils te fournissent tout. Là, c'était deg mon Airbnb à Dubaï, là. On a demandé, est-ce qu'on peut avoir une éponge et un liquide vaisselle pour faire la vaisselle, quoi. Et t'ont dit non, ce n'est pas un appartement de service. Non, mais la réponse, c'était incroyable. Ce n'est pas un appartement de service. C'est juste pour que les voyageurs se rendent compte de ce que peut donner la vie. Non, mais c'était n'importe quoi. Je dis, mec, sérieux, putain, je te demande, tu vas te prendre un 3 étoiles sur 5 pour une éponge et un liquide vaisselle, c'est bête quand même, tu vois. Ouais. J'étais, mince, tu vois. Il y avait les échantillons que je n'ai pas touchés, de shampoing, d'après-shampoing, etc. Mais, en fait, si tu veux, donc j'ai un flacon de liquide vaisselle, évidemment, ça m'aurait duré une année, bah, je vais le laisser sur place. Et évidemment, je ne vais pas repartir avec dans mes valises, de toute façon, ça ne marcherait pas. Mais non, ça m'a énervée. Cette expérience m'a énervée. Non, je comprends. Mais moi, là, j'ai changé d'appart et tu vois, j'ai pas de serviette pour aller à la plage ou j'ai pas de deuxième serviette pour mes cheveux. La base. Et j'ai demandé, on m'a dit c'est en supplément. Je dis bah oh. Et je demande bon, ok. En vrai, moi, j'ai ma maman, elle a un Airbnb et je sais qu'elle fait attention à tout. Et même moi, en fait, j'ai tellement l'habitude de voyager que pour moi, je sais que je vais arriver dans le Airbnb et que je vais avoir tout ce dont j'ai besoin. Mais en fait, de moins en moins, je m'en rends compte. Et en fonction des destinations, t'as pas tout, quoi. Ouais, tu vois, ici, j'aurais vraiment pensé que tout était inclus. Et puis surtout, des fois, si tu le demandes, il te dit, il n'y a pas de problème, on vous en amène, tu vois, parce qu'il y a des gens qui n'utilisent pas du tout la cuisine aussi. Alors, je peux comprendre qu'il y a des gens qui ne fassent pas la vaisselle, mais tu vois, ne serait-ce que ta petite cuillère dans le café, tu la touilles, je sais pas, en fait... mais moi, mes meal prep, j'ai quand même de la vaisselle à faire. Hein. Ouais, c'est quand même mieux d'utiliser des vrais couverts que des couverts en plastoc. Donc, bon, bref. Est-ce que tu communiques sur ton chiffre d'affaires ? Non. Pourquoi ? Pourquoi ? Parce que, en fait, tu vois, c'est même une réflexion que j'ai en ce moment. Je vois tout le monde qui parle de son CA, etc. Parce que j'ai l'impression que c'est le fait d'être dans la niche de l'infopreneuriat, que les gens, ils ont besoin de donner leur CA à outrance. Et justement, moi, je suis pas dans ce truc où, pour mon marketing, j'ai pas besoin d'en parler. Parce que je pense que ça va plus me desservir que ça pourrait me servir. Après, c'est mon avis. Mais tu vois, je vends pas un lifestyle... je vends pas un produit qui va permettre un lifestyle de millionnaire ou autre. Ouais. Donc, ça servira à rien que je dise, je fais tant par mois, comme il y a plein de mecs infopreneurs qui le font. Mais parce que, oui, ils en ont besoin. Et je trouve, il y a ce truc où j'ai aussi envie de rester discrète par rapport à ce que je fais. Parce que je vois un petit peu les dérives. Ça fait que 2 ans que je suis sur le marché, mais des fois, je vois, tu vois, il y a des gens qui vont faire « Ouais, j'ai fait 300K en un mois », mais en fait, la personne, elle va compter le CA global, pas juste les bénéfices, peut-être tous les paiements échelonnés, en plusieurs fois et tout.
Et je trouve il y a trop de trucs où je me dis, en fait, les performances d'un business, c'est pas forcément juste le CA, c'est plus les réussites. Et c'est pour ça que je communique sur les réussites de mes élèves, le nombre d'élèves que j'ai dans la formation. C'est aussi, je trouve, l'équilibre que l'entrepreneur il va avoir. Et tu vois, il y a des entrepreneurs qui peut-être ils font beaucoup d'argent, mais j'ai l'impression qu'ils sont au bord du burn-out, alors que moi, je vais plus rechercher cet équilibre-là. Et du coup, c'est un truc où je me dis, j'ai envie aujourd'hui qu'on communique plus sur ces autres aspects-là, ou même juste par les profits, parce qu'ils bénéficient. Mais je communique pas sur mon chiffre d'affaires. Peut-être que je le ferai un jour. Je sais que mes proches savent combien je fais, entre guillemets. Mais tu vois, c'est un truc, je vais dire, je fais tant. Et une personne, elle va doubler combien je fais. Je ne sais pas pourquoi. Du coup, autour de moi, il y a des gens qui pensent que je fais plus, des gens qui pensent que je fais moins. Et je suis en mode, mais arrêtez de vous approprier combien je gagne, c'est mon truc à moi. Et moi, j'ai plus une vision long terme où je me dis, ça fait 2 ans que j'augmente progressivement et que je maintiens et ça me convient très bien. Et en termes de gestion financière, est-ce que tu t'es facilement approprié la gestion des finances d'entreprise ? Parce que, en fait, on est passé de « je suis une chercheuse de deal, nomade ». Tu vois, est-ce que la chercheuse de deal nomade, déjà, elle est plutôt bien carrée sur combien elle gagne, combien elle dépense, surtout parce que peut-être il faut l'être quand on voyage, etc. Donc, comment tu définirais ta gestion, celle d'avant, et est-ce qu'elle a évolué aujourd'hui ? Alors déjà, moi, il faut savoir que j'ai une licence de maths fonda. Donc, je suis très à l'aise avec les chiffres. Mathématiques fondamentales. Ouais. Et j'adore les tableaux Excel. Et vraiment, mais je suis trop contente d'avoir ça dans ma vie. En plus, j'avais fait des cours de Excel. Je me suis toujours dit, franchement, ce cours, c'est le plus inutile de tout ce que j'ai à l'école et ça me servira jamais. Eh bien, j'avais tort, parce qu'aujourd'hui, ça me sert. Et je suis passée de... j'avais un tableau des recettes où je calculais juste combien je gagnais quand j'étais en autre entreprise. Ouais. À aujourd'hui, oui, je regarde tout. Et en fait, j'analyse tout, tu vois, mes leviers d'acquisition. Donc, je sais exactement mon coût par lead en provenance de tel ou tel canal. Et je traque tout. Je regarde mes dépenses, je regarde combien je gagne, je regarde ma rentabilité. Tous les jours, je regarde. Et tu vois, c'est un truc où j'ai mis du temps à aller regarder tous les jours. Je regardais juste rapidement combien on faisait de ventes, comment ça se passait. Et aujourd'hui, j'ai quand même un gros déni sur combien je gagne. C'est-à-dire que je regarde mon CA peut-être qu'une fois par mois, à la fin du mois, ou des fois 2, je regarde au milieu où est-ce qu'on en est. Mais je regarde beaucoup les dépenses. Je regarde si on est rentable, surtout ça. Parce que pour moi, c'est le plus important. Je pense que j'ai encore des progrès à faire. Mais justement, comme sur ça marche. Sur quoi, justement ? Sur plus regarder combien je gagne et peut-être avoir un planning prévisionnel. Mais tu vois, là, ça fait 2 ans. Et l'année dernière, c'était mon premier bilan. Et du coup, ça m'a un peu montré ce que j'étais capable de faire. 2022, ton premier bilan. Ouais, mais du coup, c'était... Ouais, le 2022, je l'ai eu l'année dernière. En mars, oui, c'est ça. Ouais. Donc, c'était sur l'année 2022. Même peut-être si tu as créé ta boîte au milieu 21, peut-être que ton premier bilan était sur j'ai eu juste plus décembre. Okay. Décembre donc, et l'année. Mois, ouais. Et là, du coup, là, ce sera le deuxième bilan. Mais tu vois, c'était un truc, je n'arrivais pas à fixer des objectifs à mes équipes parce que je ne savais pas combien on était capable de générer en termes de CA. J'avais aucune idée réellement des dépenses ou des choses du genre. Et là, vraiment, fin d'année 2022, on a tout peaufiné. Et là, toute cette année, moi, ça me permettait de mieux piloter. Mais globalement, je regarde pas encore assez. Tu vois, il y en a beaucoup qui disent oui, il faut regarder combien il y a sur le compte bancaire. Je regarde pas. Je sais pas. Alors moi, tu m'entendras jamais dire ça. Ça ne sert à rien de regarder ce qu'il y a sur le compte bancaire. En tout cas, surtout okay, quand je suis contente d'entendre ça. Non, mais en fait, surtout dans le business. C'est-à-dire que ce chiffre, il y a un chiffre que tu vas voir quand tu as un compte. Il te dit rien. Il te dit rien que ce qui est provisionné pour la TVA. Il te dit rien de ce qui est provisionné pour les URSSAF. Il te dit rien de ce qui est provisionné pour l'IS. Il te dit rien, en fait. Donc, de ça, tu dois retrancher des choses. Ouais, et ensuite, après, il y a le prévisionnel. Tu vois, je sais pas si on est le 25 du mois, tu sais que tu vas décaisser en début de mois un certain nombre de prélèvements. Alors, je sais pas si tu payes tes prestataires fin de mois, début de mois, enfin voilà. Ouais. Et voilà. Moi, je me demandais si
comment quel style tu avais en termes d'adaptation? Parce que si tu es attentive aux charges, je me demande du coup quelle est ta tolérance au risque, voilà. Enfin, tu vois, est-ce que tu es plutôt en mode on réinvestit tout, on prend un peu des risques, j'aime bien me mettre dans l'inconfort, etc. Ou est-ce que tu es en mode si on n'a pas fait 6 mois à ce niveau de chiffre d'affaires, on peut pas investir un centime de plus dans un nouveau truc, tu vois? Alors, j'ai les deux extrêmes. moi, je suis pas trop profil risque. Et justement, en fait, pour te dire, quand j'ai fait ma première année, on m'a annoncé qu'on allait déjà me prélever... c'était quoi? C'était les impôts. Tu sais, ils prennent l'année d'après. Enfin, là, on m'a pris des sous. Des acomptes, ouais. Ouais, voilà. Ouais. Et moi, je me suis dit, mais on va me prendre des sous. On me les a pas pris l'année d'avant. Du coup, il faut que je gère ça. Et en fait, ça m'a un peu paniquée. Et je me suis dit, mais en fait, il faut juste que je fasse plus. Comme ça, à chaque fois qu'ils vont me prendre les sous, je le verrai pas. Et du coup, j'ai plus travaillé et j'ai pas vu quand ils ont pris les sous. Et c'était ça le mindset que je me suis dit. Et pour l'instant, ça marche plutôt bien. Mais je pense que j'ai quand même un travail à faire sur, comme tu le disais, le niveau de risque, etc. T'attends d'être très confortable à un certain niveau avant de dire ok, on prend un prestataire en plus sur ce truc-là, on augmente notre niveau de charge, ou je me prends un mastermind, ou je me prends un coaching, ou tu vois, est-ce que t'attends d'être assez confortable, ou est-ce que t'es capable en mode je mets tapis, je remets tout sur la table? Ouais, non, ça je pourrais pas le faire. Ça, je pense que Enfin, oui et non, parce qu'en soi, là, je viens d'investir, tu vois, une grosse somme pour moi dans un nouveau projet. Là, pareil, si un projet pour ton business? Pour la business, ouais. Okay. Ouais, pour le business. J'ai réinvesti une grosse partie pour créer une marketplace. Mais c'était réfléchi. Marketplace de quoi? En gros, pour mettre en relation les community managers qui sortent de ma formation et les entreprises, parce que tous les jours, j'ai des demandes d'entreprises qui recherchent des community managers. J'ai une personne que je paye à temps plein pour faire ça gratuitement pour les entreprises. Ok. Et du coup, là, elle fait du placement et vous prenez aucun cut pour l'instant? Non. Parce que d'un autre côté, ça fait de la réussite pour mes élèves. Carrément. Et ça me fait des témoignages. Et pour moi, un témoignage, ça a beaucoup plus de valeur qu'une com sur un contrat. Ouais, super intéressant. Mais là, dans la plateforme, moi, je suis très, Marie-Thérèse. Enfin, moi, j'ai envie d'aider le monde. Ouais, Mère Teresa. J'ai envie d'aider le monde. Et heureusement, des fois, j'ai Julie qui est là et qui me dit, mais Ju, tu gagnes où l'argent, là? Et je suis en mode, ah oui, c'est vrai, pas du coup. Enfin, tu vois, je fais vraiment tellement les choses avec le cœur. Et parce que je veux les faire et que ça me motive et que ça m'occupe et que, je sais pas, ça me fait quelque chose. C'est ça qui me fait kiffer aujourd'hui au quotidien, que des fois, j'oublie même de réfléchir là où je vais faire de l'argent. Et je pense qu'aujourd'hui, et je suis très reconnaissante pour ça, c'est que ce qui me fait le plus kiffer, ça me permet aussi de me rémunérer, parce que c'était pas vraiment là où j'avais l'intention de départ. Tu vois, j'ai pas fait mon business en mode je vais faire plus d'argent. J'ai fait mon business en mode je vais aider les femmes et c'est ça qui va me faire du bien. Et c'est le cas aujourd'hui et je suis très contente. Mais du coup, par rapport au risque, je pense que j'ai pas un business qui me demande énormément de dépenses. J'en ai pris au début, j'ai injecté beaucoup d'argent dans mon business, tu vois, quand j'étais encore en auto-entreprise. Je travaillais avec Julie, je payais Julie, je déclarais juste combien je gagnais. J'étais pas encore en société. Donc j'avais peut-être 3K qui rentraient, elle, je la payais 700 € par mois. Je déclarais que je gagnais 3K. Et je payais encore plus du coup, le temps que je passe en entreprise et tout. Et maintenant, j'ai pas énormément de dépenses. Là, je vais tester de dépenser plus justement pour tester des choses, voir si ça fonctionne pas. Par exemple, quand je fais un événement, ça a un gros coût, mais je le fais pour la communauté. Je sais que derrière, il y a un retour en termes de que les filles, elles kiffent ça, plus de communauté, etc. Donc, j'essaie de réfléchir un peu tout ça. Si j'ai vraiment besoin d'un prestataire, je vais le prendre, je vais tester. Mais tu vois, je vais rapidement mettre des KPI pour savoir si ça vaut le coup ou si ça vaut pas le coup. Tu te donnes des objectifs financiers? Alors, jusqu'à juillet dernier, non. Mais jusqu'à juillet dernier, oui, maintenant. Ouais, j'ai mes objectifs là. Et je les ai même présentés à mon équipe. En décembre, j'ai fait un gros travail sur moi et j'ai tout regardé, les chiffres, etc. Et j'ai placé mes objectifs pour moi et mes objectifs pour mon entreprise. Et je les ai même communiqués à tout le monde. Et en fait, d'avoir des objectifs, tu vois, de me dire, je veux qu'on fasse tant de CA. J'ai décomposé en termes de nombre d'élèves, en termes de, du coup, combien ça va me coûter de dépenses pour telle ou telle chose.
Et du coup, moi, j'ai un système où j'ai des closers. Donc, tu vois, je dis, il me faut tant d'appels, ça va me coûter tant, etc. Des vendeurs. Ouais. Et du coup, je décompose tout comme ça. Et pourquoi pourquoi t'as rougi ou t'as rigolé quand tu me disais, avant, j'en avais pas et maintenant, j'en ai. T'as éprouvé le besoin d'en avoir ? Tout le monde met des objectifs. Du coup, je me sentais en mode, je suis pas assez ambitieuse. Ou... En fait, à chaque fois que je me fixais des objectifs, on faisait le double. Ou même 3 fois. Ou des fois, on rajoutait un 0, tu vois. Et en fait, je me disais, mais... Du coup, ça sert à quoi ? Oui, ça sert à rien. Et parce qu'en fait, je me sous-estimais énormément. Et je me suis dit, mais en fait, genre, j'ai pas encore la notion de... est-ce que je suis capable de faire ça ou pas ? Et même si, pour moi, je rêvais déjà grand et je me fixais des gros objectifs, en fait, on les atteignait trop facilement. Et du coup, je me suis dit, en fait, je vais juste kiffer l'aventure. Je vais kiffer l'aventure et je vais voir ce qui en découle. Et j'ai toujours été comme ça en perso et pro parce que je pouvais voyager, je pouvais voir mes potes. Vraiment, j'ai fait tellement de choses où je suis trop reconnaissante d'avoir cet entourage-là ou d'avoir eu ces opportunités-là. Et l'année dernière, je me suis dit, je pense que j'ai besoin d'un plan d'action, de savoir où je vais. Parce que, tu vois, c'était tout bête, mais est-ce que Dubaï, c'était l'endroit où j'avais envie de vivre ? C'est quoi ta vision ? Qu'est-ce que tu veux ? Où est-ce que tu te vois dans 5 ans ? Tu sais, je regardais les vidéos, j'écoutais les podcasts, j'étais en mode, mais je sais pas ce que je veux. Et même là, pour Paris, on m'a dit, mais Ju, t'es sûre que tu ouvres des bureaux à Paris ? Tu te vois où dans 5-10 ans ? Je sais pas. Du coup, je me suis vraiment posée, je me suis dit, ok, là, ce serait quoi mes objectifs ? À court terme, à long terme, où est-ce que je me vois là ? Et ça a été dur, et je pense que je ne l'ai pas encore défini, et là, je suis en train de le redéfinir un peu plus. Mais je me dis, ça m'a aidé à poser un cadre et de me dire, ok, Paris, c'est la bonne solution pour moi maintenant. Tu sais, tout le monde dit, il faut des objectifs. Comme ça, tu décomposes, comme ça, tu sais faire tes actions. Et j'ai toujours eu des podcasts de ça, des vidéos de ça, objectif. Et en fait, je suis exactement tout le contraire. Et... Oui, je suis pas très objectif. En fait, okay. je suis un peu comme toi, je découvre, tu vois. En fait, je me suis rendu compte que... Mais quand j'étais salariée, c'était pareil. On me donne des objectifs ou pas, c'est pas ça qui va changer quoi que ce soit, ma motivation. Donc là, je me dis, en fait, mais je serais pas plus motivée parce que j'ai tel objectif. Probablement parce que je fixais très mal mes objectifs. Et que je mettais pas forcément du sens derrière. Et là, je crois que c'est la première année où je me fixe des objectifs pour 2024 en termes de chiffre d'affaires. Et je me suis rendu compte que j'ai fixé un objectif à x10. Et parce que je voulais me challenger de, OK, quand on pense les choses à x10, ah oui, c'est vrai, on met pas du tout les mêmes actions en place. Et en fait, ça m'a frappée. Je fais, OK, ça peut être à ça que ça sert un objectif, notamment, c'est de fixer une barre et un cap. Parce que sinon, j'aurais pas du tout mis les actions que je mets en place en ce moment dans mon business si j'avais pas ce cap-là de faire x10, tu vois. Et je fais, OK, donc là, je commence à avoir un intérêt. Maintenant, pourquoi plus x10 que x8 que x12 je t'avouerai que j'en ai pas la moindre idée, tu vois. Mais je pars sur un niveau d'investissement qui est 2,5 fois mon chiffre d'affaires sur 2024. Je vais investir en charge. Mon plan de charge, c'est 2,5 fois le montant de mon chiffre d'affaires de 2023. Ah ouais. Donc, je fais x10 sur mes charges. Toi, t'as tout mis sur la table. Tout. Plafond de risque. Non, mais en vrai, je les ai pas... C'est des sommes qui sont pas... tu vois, déjà... elles sont pas déjà dépensées puisque je les ai pas. Oui, t'as tout le cours de l'année aussi. Elles sont engagées et il y a une montée en charge par rapport à ce que j'anticipe sur les revenus. Évidemment, si les revenus début d'année... ne viennent pas, j'ai tout le loisir de réorganiser tout ça, tu vois. Mais en tout cas, c'est ce que je prévois de dépenser pour que ça m'amène là où je veux aller. Donc, en tout cas, je suis d'accord avec toi. En tout cas, pour moi, l'objectif, je ne l'ai jamais vu comme une source de motivation. J'ai plus vu comme, c'est ça le cap, et du coup, si je décompose, oui, effectivement, là, ce que je suis en train de faire là, c'est sûr, ça ne m'amène pas à cet objectif-là. Donc, qu'est-ce que je peux faire de différent pour que ça m'amène vraiment à cet objectif, quoi. Mais moi, j'ai eu ce truc où je me suis dit... même si j'ai mis des chiffres, etc., je me suis dit aussi quelle femme j'ai envie d'être dans 3-5 ans. Et au final, je me suis dit, mais si je veux être cette personne-là, il faut qu'aujourd'hui, dans mon quotidien, je commence à agir comme si j'étais elle. Qu'est-ce qu'elle ferait ? Qu'est-ce qu'elle mettrait en place ? Et du coup, ça m'a aussi
aider à un peu, tu vois, comme le fait de faire des podcasts comme là. Moi, dans 3 à 5 ans, je me vois faire des conférences, je me vois plus speaker. Alors que de base, si on revient des années en arrière, moi, quand j'étais petite, je devenais rouge, je prenais jamais la parole, j'étais ultra timide, j'étais ultra introvertie. Et aujourd'hui, j'ai envie de sortir de ma zone de confort et je le fais petit à petit pour aller vers cette personne-là que j'ai envie de devenir. Et c'est vraiment de m'être posé les objectifs. Je me suis dit, bon, allez, ok, là, on va arrêter de trier les coquillettes et on va vraiment se donner un coup de pied aux fesses, tu vois. Et j'ai des expressions. Ouais. En général, en plus, je me trompe dans mes expressions. Comme tout à l'heure avec Marie-Thérèse, ou je sais pas quoi, vraiment, j'ai... Ouais. Est-ce que tu t'imaginais là où t'es Non. C'était pas dans ton câblage de ton enfance? T'as pas de référence de tes parents, c'est quoi? Ma maman, du coup, elle a toujours été mère au foyer depuis que je suis née. Et mon papa, il a eu un gros moment où il était en chômage. Et après, il travaillait à la Poste où il était ingénieur informaticien. Okay. Et aujourd'hui, il travaille un peu dans la partie start-up, financement. Donc, j'ai pas grandi avec ce truc de je vais entreprendre, je vais voyager. Moi, je n'avais jamais voyagé avant. J'ai vraiment grandi dans ce truc de je vais être salariée, je vais gagner un SMIC. Je savais même pas combien c'était possible de gagner parce que mes parents m'avaient jamais dit combien mon père gagnait. Et qu'est-ce que tu imaginais qu'il gagnait? Même aujourd'hui, combien t'imagines que ton père gagnait? Je sais pas combien il gagne mon papa. Bonne question. Maintenant, je me dis, je pense qu'il devait gagner au moins 2000, 3000. Mais tu vois, moi, mon premier job, je gagnais 1200 par mois. Du coup, je me suis dit, en fait, ça va être ça toute ma vie. Et c'est peut-être ce que mon papa gagne. Et je n'ai pas fait le rapport en mode, qu'est-ce qu'il dépense pour entretenir lui, ma maman, ma sœur, moi. Et ouais, j'ai jamais réfléchi à tout ça. Enfin, vraiment, ouais, mon enfance, moi, j'étais juste en mode, je vais essayer... Enfin, dès que j'étais en âge de gagner de l'argent, je me suis dit, je vais faire des choses pour gagner des sous. Et justement, enlever ce truc-là de mes parents. Rien que me dire, si j'ai envie de m'acheter la nouvelle Nintendo DS, parce que je voulais Nintendo à une époque, je m'en souviens, c'est moi qui allais faire mes sous, mettre mon argent de poche de côté, faire les trucs et tout, tu vois. Et ouais, c'est un truc, je me suis jamais demandé combien mon papa gagnait et combien mon papa gagne aujourd'hui. C'est une bonne idée. Quand j'ai commencé ce travail de conscience sur la psychologie de l'argent, je me suis dit, c'est quoi mon référentiel de ce que le max que je puisse gagner dans ma vie professionnelle? Et je me suis rendu compte que c'était à peu près ce que j'imaginais être le salaire de mon père. Au top de sa carrière. Je suis pas sûre que le top de sa carrière corresponde à sa fin de carrière. Bon, probablement à peu près. Je me suis dit, et moi dans ma tête c'était 7000. Et je me suis dit, si je peux être pareil, tu vois, salarié, grande entreprise, faire mon petit truc de 4 sup et arriver à 7000, wow, tu vois, 6-7000, je me suis dit, c'était mon horizon de ce que je peux gagner le plus dans la vie. Ok. Tu vois, trouver un partenaire qui gagne à peu près pareil. Oh, là, et on est au nirvana, tu vois. Mais moi, tu sais, j'étais même pas dans Bordeaux, j'étais en dehors de Bordeaux, dans la campagne. Donc, pour moi, c'était en mode... mon papa, je me doutais pas combien il pouvait gagner, même moi, dans mes inspirations. Enfin, tu sais, je pense quand tu viens de la ville, alors parce que tu m'as dit que tu venais de Paris, mais c'est pour ça que je me suis dit, quand tu viens de région parisienne, le niveau de vie, il est quand même plus élevé, je trouve. Et c'est vrai que, nous, on n'avait pas trop ça. Mais c'est vrai que maintenant, franchement, je suis en train de me poser la question. Mais ton environnement façonne... Là, je me rends compte en étant ici. Toutes mes références sont multipliées par 10. Et en fait, je ne m'étais pas rendu compte, c'est parce que là, tu me le dis, que mine de rien, mes références ont été façonnées aussi puisque j'ai grandi en région parisienne. Et donc, ce qui est la référence pour moi d'un petit salaire, d'un salaire moyen, d'un haut salaire, c'est façonné, certes, par le vécu avec mes parents, ce que mes propres parents gagnaient, etc. Mais c'est aussi façonné par l'environnement dans lequel j'ai grandi. Si j'avais grandi là où j'habite aujourd'hui, donc sur la côte entre Dunkerque et Gravelines, mes référentiels ne seraient pas du tout les mêmes. Probablement que mes parents n'auraient pas eu ces niveaux de salaire, même si, comme j'habite à côté d'une centrale nucléaire, la plus grande centrale de France, il y a des ingénieurs, il y a des cadres supérieurs, et donc il y a des gens qui gagnent aussi ce type de salaire là où j'habite. Mais donc ce matin, j'ai enregistré avec Robin Janssen, que tu connais bien. Ouais.
Mais en même temps, j'ai aussi la même conversation avec Alec et j'ai la conversation avec tellement de mes invités de l'importance de l'environnement. À tellement de titres, c'est important. Et donc, celui, en tout cas, dans lequel tu as grandi, façonne tes références de ce qui est normal, de ce qui est acceptable, de ce qui est beaucoup, de ce qui est pas beaucoup. Ouais. Mais tu vois, on en parlait juste avant. Et en fait, moi, je pense que ce qui m'a aidée à me lancer et faire la transition de freelance à solopreneur, c'était d'être à Bali parce que j'étais entourée de gens comme ça. Et tu vois, il y a une petite anecdote, c'est que moi, je suis arrivée à Bali, j'ai gagné 3 000 € par mois, j'étais super heureuse et ça me suffisait amplement. Ma coloc, elle gagnait 5 000 €, elle avait ce truc de je veux gagner 10 000 € par mois parce que les entrepreneurs faisaient tous 10 000 € par mois sur les réseaux sociaux, les promesses. C'est le SMIC de l'entrepreneur. Voilà. 10 000 € par et du coup, elle avait ça et moi, j'étais en mode, mais pourquoi tu veux 10 000 €? Qu'est-ce que ça va changer en fait? Enfin, je comprenais pas. Et mais moi, je me disais, j'ai l'impression qu'elle est dans une course à quelque chose que moi, j'ai pas besoin de 10 000 € pour vivre. Qu'est-ce que je vais faire avec 10 000 € en plus, tu vois? Enfin, 7 000 € du coup. Et en fait, j'ai rencontré petit à petit des gens, etc. Et à un moment, on a rencontré des Français, vraiment entrepreneurs, qui avaient l'air de bien gagner leur vie. À un moment, ils me regardent, ils me disent, Justine, toi, combien tu voudrais gagner? Et je dis, bah, moi, je suis très heureuse. Que je gagne. Oui, je dis, bah, moi, je suis très heureuse comme ça, je n'ai pas besoin de plus. Et tu vois, dans ma tête, je faisais les calculs de mes dépenses et j'avais déjà des sous que je mettais de côté chaque mois parce que du coup, mon lifestyle ne me coûtait pas énormément d'argent. Et je suis en mode, bah là, ça me va moins, enfin, je vis bien. Il me disait, non, Justine, imagine, tu pourrais gagner beaucoup plus, t'es pas de plafond, combien tu souhaiterais gagner? Et je leur dis, moi, je pensais que j'allais gagner toute ma vie un SMIC. Aujourd'hui, je fais le double d'un SMIC. Je suis très heureuse comme ça. Et je veux juste que ça dure. Et après, ils m'ont reposé la question. Et je t'en dis, vas-y, il m'énerve ceux-là. Et c'était ça. Et du coup, je me suis dit, bah vas-y, je vais dire 10 000 € parce que c'est un peu le truc que tout le monde a l'air de faire ici, que tout le monde veut faire. Et comme ça, ils vont arrêter de m'embêter là-dessus. Parce que même moi, j'étais dans un environnement où on n'a jamais parlé argent avec mes parents, ou mon entourage ou autre. Et du coup, je leur ai dit, ok, 10 000 €. Et enfin, vraiment, en mode, vous m'avez saoulée, laissez-moi. Puisque vous voulez une réponse, je vais vous en donner une. Bah oui, c'est ça. Et ils m'ont dit, ok, Justine, bah, garde cet objectif-là. On se revoit dans 2-3 mois et tu nous diras où tu en es. Et en fait, pendant ces 2 mois-là, c'est là où j'ai lancé mon coaching et que j'avais créé aussi ma première petite formation avant Liberté Digitale. Et en fait, je les ai revus 2 mois après. Et le premier truc que je leur ai dit, c'est j'ai fait mes 10K ce mois-ci. Et ils étaient fous. Et en fait, c'est un truc que je me suis rendu compte, c'est que d'être entourée de personnes qui arrivaient à voir grand et à même travailler encore plus pour générer plus d'argent, bah, ça m'a débloqué des piliers dans ma tête. Et de les avoir rencontrés, eux, je me suis dit, ok, je peux aller à 10K. Ensuite, j'ai rencontré des entrepreneurs qui faisaient encore beaucoup plus et encore beaucoup plus. Et en fait, à chaque fois, je me suis dit, mais si cette personne, elle fait ça, je peux le faire. Et je vais trouver le moyen. Et en fait, je le ferai. Et à chaque fois, ça a été le cas. Mais j'ai toujours besoin de débloquer ce truc-là, de me dire, bah, ok, il y a cette personne qui le fait, pourquoi moi je peux pas le faire? Qu'est-ce que je peux mettre en place? Oui, une forme de compétition saine, de pourquoi pas moi? Ouais. Moi, j'ai beaucoup ça aussi. Alors, il y a la mauvaise comparaison et la mauvaise compétition, mais il y a aussi mais si lui peut le faire, je peux le faire. Moi, je trouve ça trop inspirant. Et justement, je me compare pas. C'est plus en mode... S'il le fait, c'est que je peux le faire. Ça veut pas dire que je vais être mieux que la personne ou que je peux faire mieux. C'est juste que bah, c'est mon inspiration et que c'est possible, en fait. Et je trouve que, tu vois, même, c'est un truc, depuis que je suis toute petite, surtout, je marquais Dream Big, rêver grand. Et ça a été un truc, mais genre, je l'écrivais dans tous mes cahiers. J'ai un t-shirt gravé avec marqué Dream Big. Même encore aujourd'hui, c'est un petit peu mon mantra quand je fais des événements avec les filles de ma formation. Et c'est un truc que je me dis, mais en fait, on a cette capacité de rêver grand, de pas se mettre de barrières. Faut aller dans ce sens-là. Et même là, tu vois, je réfléchissais pour l'achat des bureaux. Vraiment, j'ai eu cette réflexion hier. Et tu vois, mon copain, il m'a dit, réfléchis si aujourd'hui, t'avais pas de limite de moyens, pas de limite d'argent, pas de limite de rien, qu'est-ce que tu voudrais ? Et en fait, j'ai commencé à imaginer comment je visualisais mes bureaux, comment je visualisais ma vie, ce que je voulais exactement, en me disant, vas-y, tout est possible. Et en fait, ça m'a donné cet axe de me dire, ok, c'est là où je vais aller.
Et j'essaie tout le temps de... Et je pense que c'est pour ça que je me fixe pas réellement d'objectifs écrits. Parce qu'en fait, je sais que tu peux tout avoir, entre guillemets, si tu mets les moyens. Et tu vois, même, enfin, je vois, il y a des gens, ils vont me dire oui, mais ça, c'est pas possible. Enfin, j'ai souvent des gens, ils me disent ouais, ça se voit, elle a grandi dans une famille de bourges. Je suis en mode, les gars, moi, je faisais les poubelles au McDo. Et je pense juste qu'aujourd'hui, les gens qui arrivent pas à réussir comme ça, c'est juste qu'ils mettent pas les moyens. Et justement, ils mettent la faute sur l'extérieur, alors que si aujourd'hui tu réussis pas, bah, c'est juste ta faute, tu vois. Et tu as cette possibilité de rêver grand et de faire tout ce que tu veux. Et je pense que... ouais, il faudrait que tout le monde marque Dream Big partout et que tout le monde ait ce même mindset que moi. Mais ouais, moi, ça a changé ma vie d'avoir ce truc de vas-y, je peux oser, je peux rêver grand et il faut que je prenne confiance en moi. Magnifique. Ouais, j'avoue, là, je suis partie. Non, mais en plus, ton audience, c'est des femmes. Ouais. Il y a beaucoup de femmes qui m'écoutent aussi. Et c'est un message qu'on redira jamais assez, je pense. Donc c'est cool quand il est porté par plein de gens différents. Si on revient un peu, et je pense que ce sera la dernière phase de notre discussion, mais sur l'aspect money, est-ce que tu es dans une phase où tu as commencé à investir un peu tu vois, à titre personnel ton argent? Si j'ai bien compris et vu le profil de gestionnaire que j'ai en face de moi, à mon avis, tu mets de l'argent de côté. Ouais, et justement, c'est un gros truc où, en gros, j'ai acheté un premier appart. Donc ça, c'est vraiment l'investissement. Où ça, du coup? Aux alentours de Bordeaux. Mm-hmm. J'ai un appart en investissement locatif. Je l'ai acheté quand j'étais en transition freelance entreprise. Et au final, bah, toute l'année dernière, tu vois. Donc ça fait un petit moment. Ouais, ça fait plus d'1 an que j'ai l'appartement. Ça me prend 0 énergie, 0 charge mentale, donc ça me convient très bien. Et en fait, bah là, toute cette année, j'étais en mode je vais investir. Sauf que j'avais aucune idée de comment faire. Et tu vois, je suis arrivée à la fin de l'année où je me suis dit, mais en fait, je suis nulle. Parce que j'ai cet argent-là et je ne l'ai pas investi. Et tu vois, je pense que j'ai cette capacité de savoir créer de l'argent et faire de l'argent, mais je ne sais pas la multiplier. Alors, je te rassure, j'ai cette conversation avec tout le monde. Les gens qui savent très bien faire de l'argent ne savent souvent pas le gérer. C'est très court. Donc, pas besoin de t'auto-flageller. Et après, tu vois, j'en parlais ce matin avec Robin, soit ils choisissent de se former, au moins un petit peu. En général, tu choisis de te former un petit peu. Et ensuite, il y a une fourche, tu vois. Soit tu continues et tu fais les choses toi-même, et tu vas vraiment à fond en disant c'est vraiment une compétence que je veux acquérir. Soit tu délègues. Mais tu as quand même fait ce petit pas où je veux quand même comprendre les choses, tu vois, avant d'aller plus loin et avant de déléguer. Bah, j'ai commencé ça, justement, tu vois. J'ai eu rendez-vous, on m'a recommandé des profils. Du coup, j'ai eu rendez-vous avec des gestionnaires de patrimoine. J'ai commencé à regarder plein de vidéos YouTube. J'ai acheté des formations, j'ai essayé de regarder, je me suis renseignée autour de moi. Et en fait, je suis venue à un point où je me suis dit, mais si je mets cette énergie-là dans mon business, je peux faire beaucoup plus que si j'investis là. Et du coup, j'ai passé toute mon année à juste produire. Et je suis arrivée à la fin de l'année et j'étais en mode, bon, là, faudrait peut-être se bouger les fesses à investir. Et justement, je m'en voulais énormément au début. Je me suis dit, mais c'est nul de pas investir, de pas réfléchir à ce que l'argent travaille pour moi tout seul. Et au final, je me suis dit, mais il valait mieux que je fasse rien et que du coup, ça reste comme c'est que ce que je perds de l'argent. Et je me suis dit, bon, ok, ça va, Justine, on a fait les bonnes choses. Et là, justement, 2024... l'objectif, c'est d'investir et de faire en sorte que cet argent-là, il travaille tout seul. Parce que moi, j'ai un profil très... je veux pas trop risquer les choses. Mais très bien. Et en plus, je vais te dire un truc. Il n'y a aucun rendement qui... Enfin, oui, je vais le dire. Oui, je pense qu'il n'y a aucun rendement qui battra celui de ton business, en fait. Tant que ton business est successful, ton temps sera toujours investi à développer ton business. C'est ça qui te rapportera toujours le plus. C'est pour ça que la logique d'investissement, quand tu as déjà un business successful, elle est différente. Tu vois, tu cherches pas du gros rendement en mode... c'est ma seule manière de constituer un vrai patrimoine, mais c'est plutôt dans une logique déjà de pas perdre de l'argent qui dormirait un peu bêtement et de le faire fructifier plutôt dans une logique de diversification / sécurisation. Ouais, c'est l'objectif. Que dans une logique de gros rendement, quoi. Mais en fait, l'avantage, c'est que mon business model aujourd'hui, c'est plus un business model cash flow, tu vois. Donc, je sais que c'est le type de business model que tu utilises pour pouvoir réinvestir et injecter. Et c'est pour ça que j'ai fait le choix de réinvestir dans un SaaS parce que je sais que ça pourrait être valorisé, etc. Et je me dis aujourd'hui, moi, ce que je maîtrise,
c'est plus l'aspect business et j'ai envie d'aller chercher encore plus loin là-dedans. C'est pour ça que là, tu vois, j'aimerais bien accompagner des business à évoluer, etc. Faire du private equity parce qu'on m'a proposé, il y a des projets qui me plaisent de fou. Je sais que c'est un petit peu plus risqué, mais d'un autre côté, je sais que c'est ça qui va me faire encore plus kiffer. Et à côté de ça, petit à petit, plus faire dans l'IMO. Et ouais, me diversifier. Mais là, tu sais que j'ai ouvert un PEA il n'y a pas longtemps, mi-année. Et là, j'ai regardé. Vas-y, je vais flexer un petit peu avec mes compétences zéro. J'ai fait 15% de rentabilité sur mon PEA. Très bien. Mais vraiment, j'ai rien fait. Hein. J'ai mis, ça m'a pris 0 temps par mois. Et juste, je me suis dit, tous les mois, je mets 10% de mon salaire sur le PEA. Et là, j'ai regardé, je suis en mode... J'ai regardé rien du tout. Franchement, j'ai un pote, il m'a dit vas-y, tu mets là-dessus, tu recherches un petit peu. C'est très bien, qu'avec le peu de compétences que tu me dis avoir, tout le monde est capable de faire ce genre de choses. J'ai même dit à ma sœur, ouvre ton PEA maintenant, tu seras contente. PEA ou assurance vie. Ouais, après, j'y connais rien, donc plus toi qui pourras donner des conseils. Mais je me suis dit, bon, vas-y. Mais ouais, franchement, ça, c'est mon objectif 2024, super. Investir. Mais que ça me prenne 0 charge mentale, le moins possible. Et c'est ça le gros challenge. Merci Justine. Oh, c'était final abrupt, hein. Oh. Attends, parce qu'on vient de me dire c'est bientôt la fin. Non, mais honnêtement, je t'ai dit que c'était le dernier sujet que j'allais aborder. Donc, on te retrouve principalement sur Instagram, c'est Jutoun. Jutoun. Et puis tu dis que tu as Allo Girl Boss, podcast pour les girl boss. C'est principalement pour les femmes. Ouais, principalement pour les femmes. En fait, je me suis dit, moi, quand je me suis lancée ou que j'ai grandi, j'aurais aimé avoir cette petite voix. Et en fait, à chaque fois, je me dis, c'est un peu comme si je m'adressais à ma petite sœur ou à, tu vois, des femmes, enfin des filles même qui en ont besoin. Et je parle un petit peu de tout. Je parle de tous mes sujets qui me trottent dans la tête, business, développement personnel, épanouissement. Merci beaucoup, c'était très agréable de te découvrir. Tu as une belle énergie, très posée, très calme, toi empathique. aussi, je trouve, on est très... tu vois, j'ai dit à Popo, je lui ai dit, oh, j'aime bien, elle est toute calme et bienveillante, ça va être bien. Mais je pense qu'on a plusieurs registres, toi et moi, on a peut-être 2 registres que celui où on est calme. Mais non, mais c'est... Merci beaucoup. Belle rencontre. Du coup, on se reverra sur Paris, si dans 3 mois, tu arrives à Paris. Ouais, of course. Merci à toi pour l'invitation. C'était un plaisir d'échanger avec toi. Une grosse sortie de confort, tu le sais. Enfin, une grosse sortie de zone de confort. Mais à la fois, c'est les rencontres et c'est toujours cool de pouvoir partager avec d'autres personnes. Merci Justine et à très bientôt. Merci.